Yo tout le monde, bienvenue sur Jojo Manhwa. Ici, on parle de manhwa qui déchire, de héros stylés et d'histoires qui te scotchent dès le premier chapitre. Je me donne à fond pour trouver des pépites que t'as jamais vues. Et crois-moi, t'es pas prêt pour ce qui t'attend. Ici, c'est pas du contenu recyclé, c'est du neuf, du stylé et parfois même carrément inattendu. Alors, si t'es là pour des scènes qui claquent, des persos qui lâchent pas l'affaire et des histoires qui te gardent éveillé la nuit, reste branché. Abonne-toi, lâche ton like, active la cloche et installe-toi bien parce que ça commence maintenant. L'histoire commence avec un gars épuisé qui appelle ses amis et leur demande si ce donjon qu'ils essaient de faire n'est pas beaucoup trop difficile, franchement. L'un d'eux crie que les renforts de la guilde arrivent et qu'ils doivent juste tenir un peu plus longtemps, mais il est certain qu'à ce rythme, tout le monde va finir par mourir. Jusqu'à ce qu'un gars apparaisse soudainement, un livre à la main, et dise à tout le monde de reculer d'un pas. Tout le monde se tourne pour voir qui c'est, et une pluie de lances s'abat sur le monstre. Le type avec le téléphone sur le front, là je viens juste de le remarquer, dit « Ouais, c'est vraiment lui, mec ». Et il demande au gars qui fait le live stream s'ils arrivent à voir le chasseur des chasseurs. Le légendaire Guy Shinbik était celui qui se tenait devant eux. Quelqu'un regarde ça en direct sur son téléphone en ce moment et remet en question toute cette histoire de chasseur des chasseurs. Pour lui, ça n'a aucun sens puisque ce type n'a même pas pu assister à la remise de diplôme de son propre fils. Ouais, tu l'as déjà deviné, non? Le gamin qui râle là-bas, c'est probablement le fils de ce salaud. Un ami s'approche et lui demande pourquoi il est seul, et Sung-yeon, un peu gêné, répond qu'ils sont occupés. Les gars lui demandent de prendre une photo et il les aide tout en pensant que c'est toujours comme ça. Son père est toujours occupé. Quand il rentre à la maison, il voit que sa mère a l'air fatiguée. Elle s'occupe de sa sœur qui est dans le coma depuis 12 ans. Tu vois, elle lui fait faire des mouvements de jambes, j'imagine, pour garder les muscles souples, ce genre de choses, au cas où elle se réveillerait. Sung-yeon demande pourquoi elle n'est pas allée à la remise des diplômes et elle répond simplement qu'il sait déjà pourquoi. Furieux, il crie pour avoir la paix et demande pourquoi pas, il avait juste besoin d'un seul jour. Il avait l'impression que tout le monde là-bas ne se souciait que de sa sœur. Mais alors quelqu'un arrive derrière lui et dit qu'il criait trop fort. Mec, il se retourne. C'est le père badass, pas vrai? Guy Shinbik, le chasseur de chasseurs. Il est sur le point de demander comment ce salaud est arrivé là si vite, mais le père se contente de dire qu'il lui a déjà dit de ne pas élever la voix dans la maison. Sur ce, Sung-yeon se tourne pour sourire et le père veut savoir où il va. Quand notre garçon dit qu'il va à la salle d'entraînement, le père lui répète qu'il lui a déjà dit maintes et maintes fois qu'avec le talent qu'il a, il est impossible pour lui de devenir chasseur. Ce serait bien mieux s'il abandonnait déjà cette idée. Évidemment, mec, ça n'a fait que motiver encore plus le garçon à s'entraîner. Joo-ryong, qui est l'entraîneur, dit qu'aujourd'hui, il était plus intense que d'habitude. Les deux sont verrouillés, épaule contre épaule, jusqu'à ce que le gars tente une manœuvre et que notre garçon doive reculer. Waouh, il a sorti un petit pouvoir à la Kurapika, là, mec. Je croyais que ce salaud n'avait aucun pouvoir du tout. L'attaque se dirige vers Joo-ryong et commence à s'enrouler autour de l'épée. Mais en une seconde, le gars a tout détruit. Sung-yeon, le pauvre, n'a rien compris et s'est retrouvé au sol en une seconde. Le gars se moque encore de lui, disant que ça aurait peut-être marché cette fois si ses chaînes n'étaient pas aussi faibles. Peut-être qu'il se battrait mieux s'il n'essayait pas de compter sur ce pouvoir. Un peu plus tard, au restaurant, l'entraîneur dit qu'il va payer le repas d'aujourd'hui puisqu'il s'est fait battre. Mais Sung-yeon répond qu'il n'y a aucun intérêt à essayer de payer pour qui que ce soit alors qu'il est aussi fauché. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'il continue à s'entraîner. Joo-ryong demande pourquoi il veut encore s'entraîner davantage. Le test pour l'Académie des chasseurs était déjà terminé, donc il n'avait plus qu'à attendre les résultats. Mais Sung-yeon crie « Non, la plupart des concurrents avaient plusieurs capacités ou étaient des régresseurs. Sérieusement, c'est quoi ce délire? Plein de gens sont déjà revenus du futur, mais comment cette chronologie fonctionne-t-elle vraiment? Expliquez-nous ça. » Et Sung-yeon est là, en train de crier, disant qu'avec les capacités pourries qu'il a, c'est impossible pour lui de devenir chasseur. Et s'il voulait que son père le reconnaisse, il ne pouvait pas juste rester à la maison à se reposer. Joo-ryong jette un coup d'œil et dit que tout cela prouve simplement qu'il devrait abandonner. Il a déjà remarqué que le garçon ne semble même pas à l'aise dans sa propre maison. À ce rythme, bientôt il n'aura plus nulle part où retourner quand les choses deviendront difficiles. Dehors, sous la pluie, un journaliste parle, disant que cela fait 100 ans que les monstres sont apparus. Des décennies se sont écoulées depuis que ces créatures répugnantes ont commencé à se faire passer pour des humains. Ils disent qu'ils sont des régressés qui appartiennent à ce monde, mais ce ne sont que des paroles pour tromper tout le monde. Et il faut bien préciser qu'ici, ce n'est pas la maison de ces gens-là. Ce serait mieux si tous ces cinglés retournaient en enfer, là d'où ils viennent. Pendant que ce type fait son discours, Sung-yeon reste simplement là, son téléphone sonnant dans sa main. Le message concernant le test pour devenir chasseur à l'académie était arrivé. Et évidemment, sans surprise pour personne, l'idiot n'avait pas réussi. Puis tout le monde le regarde et le voit crier ou dire que l'endroit où il vit était déjà un enfer. 10 secondes plus tard, il reste là, debout comme un loser sous la pluie. Par terre, son téléphone sonne, c'est sa mère qui l'appelle. Il répond d'un air un peu gêné, demandant ce qu'il y a, et dans la scène suivante, il rentre chez lui, tout effrayé. Le médecin dit que c'est incroyable de voir quelqu'un qui a été dans le coma pendant 12 ans se réveiller dans un état finalement pas si mauvais. Puis la mère, en pleurs, se tourne vers un autre garçon et lui demande de dire bonjour à sa sœur.
C'est sûr, cette sœur qui a été dans le coma pendant 12 ans va se réveiller avec le pouvoir le plus pété du monde, et lui, il va être encore plus énervé. Et quelques temps plus tard, la mère dit que la sœur se sent un peu anxieuse, donc ils vont devoir rester beaucoup près d'elle pour qu'elle commence à s'habituer à tout. Elle demande à notre garçon de prendre des tours de garde, mais il répond qu'il a aussi beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas parce qu'il a eu son diplôme qu'il a tout le temps libre du monde. La mère lui rappelle que c'est sa sœur, mais il crie en disant qu'il ne se souvient même pas lui avoir déjà parlé. Franchement, ce protagoniste, ce salaud, ne nous aide vraiment pas à l'apprécier non plus. Putain d'abruti, occupe-toi de ta foutue sœur. Le père lui dit de faire attention à ce qu'il dit, mais notre garçon réplique en disant que c'est lui qui devrait surveiller ses paroles. Il estime qu'il ne mérite pas toutes ces disputes. La sœur dit qu'elle n'aime pas ça et commence à pleurer. La mère va réconforter la petite et notre garçon reste planté là comme un idiot après avoir sorti toutes ces conneries. Après ça, il a commencé à passer au moins 3 jours entiers à l'hôpital avec elle. Notre gars a compris que la mère voulait qu'il se rapproche de plus en plus, mais vu la façon dont la sœur le regardait du coin de l'œil, on voyait bien que ça ne l'enchantait pas vraiment. Dehors, le voilà avec ses chaînes de fatigue. Comme toujours, ce salaud n'a au moins jamais arrêté de s'entraîner, déterminé, même après ne pas avoir été accepté, sachant pourtant que cet entraînement ne changerait rien. Jusqu'au moment où il entre dans la chambre et que le lit est vide, mec. Dehors, sa sœur est assise sur un banc. Quand il arrive et l'appelle, il sursaute et crie. Il lui demande ce qu'elle fait là et lui dit qu'elle ne peut pas disparaître comme ça. La sœur, qui s'appelle So-Yoon, un peu gênée, s'excuse en disant qu'elle se sentait un peu étouffée là-dedans et demande si elle peut au moins rester dehors un petit moment. Il a l'air un peu agacé, mais il dit que ça va, alors il s'assoit à côté d'elle, en tripotant son téléphone. Soudain, sa sœur lui demande s'il la déteste, par hasard. Il est un peu déstabilisé et lui demande pourquoi, et elle répond qu'il a l'air un peu effrayant, qu'il ressemble plus à leur père maintenant, alors qu'avant il était plus mignon. Notre gars explique que la dernière fois qu'ils ont parlé, il avait 5 ans, et qu'il ne se souvient même plus de comment il était à l'époque. So-Yoon dit qu'elle ne s'en souvient pas vraiment non plus. Papa et maman ont vieilli, les frères et sœurs ont complètement changé, elle n'a même pas pu aller à l'école. Pour une raison quelconque, elle avait l'impression d'être seule au monde. Ça a touché notre garçon en plein cœur, pas vrai? Lui aussi se sent seul. Puis il lui demande ce que c'est que ces bêtises qu'elle raconte. Elle l'avait lui, une maman et un papa. Comment aurait-elle pu être seule? Sans parler du fait qu'elle pouvait toujours se faire de nouveaux amis. Ce n'est pas parce qu'elle ne pouvait pas aller à l'école qu'elle serait seule pour toujours. Cela a fait réaliser à notre garçon que fréquenter l'académie des Hunters n'était pas la seule voie pour devenir chasseur. Jur-Young, qui est son coach, n'est jamais allé à l'académie. Il était encore bien trop tôt pour qu'il abandonne. Puis So-Yoon le remercie et dit qu'il ferait mieux de rentrer. Notre garçon lui demande alors comment elle a bien pu descendre jusque-là. Il n'y avait pas de fauteuil roulant et ses muscles devraient être complètement atrophiés. Mais les gars, la fille flotte, non? Sérieusement. Virez-moi $1 million tout de suite, c'était évident. Merde. Il lui demande ce qui se passe et elle répond que pendant tout le temps où elle dormait, elle vivait dans le royaume des fées. Sung-Yoon reste là, la bouche grande ouverte, se rappelant ce journaliste qui disait que ces gens revenus d'un autre monde étaient tous des démons. Et le père disait aussi qu'avec le talent qu'il avait, il ne deviendrait jamais un chasseur. La voyant flotter là, calmement et rayonnante, le garçon était sous le choc. On part dans un flashback pour découvrir si cette petite peste était déjà forte dans le passé. La mère est arrivée pour gronder les 2 sales gosses qui étaient couverts de saleté. Ils ont râlé, mais on dit que demain, ils allaient encore jouer et rentrer à la maison. Mais demain, mec, c'est un territoire inconnu pour tout le monde. De retour à la maison, ils ont pris un bain, dîné et sont allés se coucher. So-Yoon s'est allongée en se demandant ce qu'elle ferait le lendemain. Mais c'est à ce moment-là qu'une étrange fée bleue est apparue et lui a dit qu'elle avait été choisie pour aller dans leur monde, lui demandant si elle était intéressée à sauver cet endroit. Après cela, So-Yoon a passé environ 6 mois dans cet autre monde. Mais lorsqu'elle est revenue, elle a découvert que 12 ans s'étaient écoulés dans son monde et qu'elle se trouvait maintenant à l'hôpital. Un homme affirme qu'il est certain que sa fille est une revenante. Le bracelet à son poignet devrait être une sorte de capacité éveillée, mais il ne fonctionnait pas sur ceux qui rapportèrent des pouvoirs d'un autre monde. L'homme demande alors à So-Yoon de parler de l'endroit où elle est allée. Elle dit simplement que la fée lui a expliqué ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire, comment utiliser la magie, les connaissances nécessaires pour survivre, et aussi comment affronter la reine. Le gars est un peu confus, non? Il lui demande de parler de cette reine. Elle explique que cette reine était une mauvaise personne dans ce monde-là et qu'il y avait une promesse. Si elle arrivait à lui donner une raclée, elle pourrait revenir dans ce monde. Le gars lui demande si elle est revenue après avoir tué la reine et la fille crie en disant non. Elle a réussi à résoudre le conflit en discutant et n'a pas non plus appris de magie dangereuse. Mais le gars dit que rien de tout cela n'a d'importance. Le pouvoir des revenants est toujours dangereux. C'est parce que la plupart ont acquis assez de force pour sauver un autre monde. Rien que cela suffisait à lui faire comprendre que le pouvoir qu'elle avait reçu dépassait celui d'un chasseur de rang S. Enfin, il était courant que les capacités d'un revenant soient différentes de celles qu'il avait dans l'autre monde. C'est pourquoi les proches doivent la surveiller et l'empêcher d'utiliser ses capacités, quoi qu'il arrive. Demain, le bureau des chasseurs prendrait contact avec elle.
À la porte, Sung-Yoon avait tout entendu et s'est simplement éloigné, mec. En se rappelant que lors du test de chasseur, ils avaient dit que ses compétences physiques étaient en fait bonnes pour devenir chasseur. Le problème, c'est que sa capacité était inutile en combat contre les monstres. C'est parce que la solidité de ses chaînes était pire que celle d'une chaîne ordinaire. C'est pour ça que sa capacité avait été classée rang F. Oh mec, je croyais que c'était comme les chaînes badass de Kurapika, mais le gamin crève la dalle avec des chaînes de chez Walmart. À ce moment-là, sa sœur est arrivée, un peu gênée, et a demandé s'il n'était pas surpris. Il n'avait pas à avoir peur. D'ailleurs, rien n'avait changé par rapport au passé. Mais Sung-Yoon lui a juste dit de dégager, mec. La pauvre fille s'est un peu recroquevillée et a dit qu'elle préférait être seule. Oh Sung-Yoon, pauvre fille. Elle était là, tremblante, essayant de comprendre pourquoi, mais il lui a juste crié dessus et lui a dit de disparaître. Et là, elle s'est levée et est partie. Il se retrouvait de nouveau tout seul dans la rue. Soudain, il s'arrête et se demande ce qu'il est en train de faire. Pourquoi est-il aussi pathétique comme ça? Au milieu de ces questions, il remarque que des gens commencent à se rassembler et il se demande pourquoi. Au centre de la foule, il y avait son père, tout ensanglanté, comme toujours. Pas vrai, mec? Ce type bosse dur. Pendant ce temps, sa sœur était à l'hôpital, regardant par la fenêtre, se souvenant de la réprimande qu'elle avait reçue. Ça ne ressemblait pas au garçon d'avant et soudain, elle disparaît et s'envole, mec. Elle survole un peu la ville et s'arrête devant ce même terrain de jeu du passé, se souvenant de leur mère qui prenait soin d'eux deux. Tout ce qu'elle voulait, c'était retourner à cette époque. Elle commence à pleurer, répétant qu'elle voulait revenir en arrière, quand soudain des gars apparaissent derrière elle et elle se retourne. Le blond à droite lui demande ce qu'elle fait là et si elle va bien. Elle ne sait pas vraiment comment répondre et il lui dit que cet endroit est abandonné depuis longtemps à cause d'une brèche de donjon qui a eu lieu. Ce n'était pas une bonne idée pour une pauvre de vouloir dormir dans le coin. Elle recule, s'éloignant un peu alors qu'il s'approche. Au moment où elle s'apprête à dire qu'elle va bien et qu'elle connaît le chemin du retour, le gars la frappe soudainement à la tête, mec. C'est quoi ce délire? La fille s'est effondrée, s'écroulant de tout son long au sol. Évidemment, ce salaud dit encore que s'il l'a frappée, il a le droit de la garder. Mais les gars, la fille est en train de se relever. Le gars demande ce qui se passe. Comment ce morveux pouvait-il bien se relever? Et à en juger par son expression, elle n'est pas contente d'avoir pris ce coup sur la tête. Ses amis demandent si le gars ne sait même pas se servir d'une batte, puisqu'il n'a même pas réussi à lui exploser la tête, et le type répond que ça n'a aucun sens. La batte est sale, il a vraiment frappé fort. Pendant ce temps, So-Yoon se demande aussi pourquoi il l'a frappé comme ça. Le gars s'approche de nouveau, disant que cette façon sera peut-être meilleure. Mais à ce moment-là, elle tend la main et dit que s'il continue d'avancer, elle va tirer. Les gars, vous trois, vous feriez mieux de reculer, sérieusement. Je sens que vous allez vous faire embrocher. Évidemment, les trois personnages secondaires sont tout excités à l'idée de remplir leur rôle dans l'histoire. Puis So-Yoon se souvient d'un livre de magie que la fée lui a donné. C'était une magie de base appelée arc et flèche. Elle n'avait pas à s'inquiéter car celui qui est touché par ce sort ne meurt pas. Normalement, il reste juste pétrifié pendant un court moment. Cependant, à la seconde où elle a tiré, franchement, regarde cette flèche rouge qui frappe. L'expression du gars a changé immédiatement, et So-Yoon se souvient que le membre de la guilde l'avait prévenu. Au moment où un revenant revient dans ce monde, ses capacités changent complètement. Et franchement, elle a ouvert un cratère si profond qu'on pouvait voir les deux autres derrière. Le type est tombé là, au sol. Il ne restait plus qu'une trace de lui. Et So-Yoon, en regardant sa propre main, s'est demandé pourquoi cela s'était produit. Retour à notre gars et au moment avec la foule, mec. Il y avait le père tenant ce gars de YouTube par le bras, complètement mort et détruit. Tout le monde demande s'il est vraiment mort et même son père ne remarque pas que So-Yoon est juste là, en train de tout regarder. Le futur MrBeast s'est fait embarquer et le père demande, évidemment, pourquoi il est là et où est la sœur. Notre gars, un peu gêné, demande s'il peut au moins sortir se promener. Le père le fixe et lui demande si c'est la première fois qu'il voit un cadavre. Notre gars répond oui, et le père dit alors 4 sur 10. C'était le taux de mortalité dans l'industrie des chasseurs l'année dernière. Sur 10 personnes, 2 subissent une blessure extrêmement grave. En général, ceux qui restent sont traumatisés et font semblant d'être des chasseurs. Et ce schéma s'est vérifié toute la vie, aucune exception, que ce soit pour les débutants ou les vétérans. Il devait comprendre que c'était le genre de monde dans lequel il vivait, et il voulait savoir si le garçon était vraiment sûr de lui et voulait survivre dans un tel environnement. Sorti de nulle part, Sung-Yoon a complètement paniqué. Il voyait déjà qu'il allait se dégonfler par peur de son père et dit non. Le père pose simplement la main sur lui et dit qu'il est certain que son fils ne peut pas supporter ça. C'est pour ça que le garçon est aussi perturbé. Famille maudite. Déjà dehors, devant l'hôpital, il dit que ça a toujours été comme ça. Il n'a vraiment aucune capacité et il essaie de nier la réalité ou de rejeter le fait qu'il est faible. En se souvenant du temps où il regardait son père avec tous ses chasseurs et leur assurance, probablement tous morts aujourd'hui, il ne savait même plus ce qu'il voulait faire. À ce moment-là, alors qu'il se demande si devenir chasseur est vraiment ce qu'il veut, il voit sa sœur en train de faire voler leur homme. Il s'approche, un peu mal à l'aise, et remarque rapidement qu'elle est couverte de sang. Et voilà, elle tient ça de leur père. Il lui dit de descendre, lui demande si elle s'est blessée et ce qui s'est passé. Puis So-Yoon reprend ses esprits et se souvient que le gars avait dit que ses pouvoirs pouvaient être dangereux. Elle commence à répéter qu'il ne doit pas s'approcher tandis qu'il ne comprend rien.
À ce moment-là, elle se souvient du gars qu'elle a fait exploser avec sa flèche et lui dit de rester à l'écart. Et soudain, une lumière explose là, au milieu de la forêt. Un peu plus tard, il est projeté contre un arbre, complètement amoché lui aussi. Au milieu de tout ça, la sœur est entourée d'une aura violette et quelqu'un dit qu'il y a une personne en train de détruire des bâtiments. Elle devient folle, en pleurs, tandis que Sung-Yoon lui demande si elle a perdu la tête, ce qui s'est passé. La pauvre fille se répète qu'elle veut arrêter tout ça, mais en même temps dit qu'elle ne veut pas arrêter et elle craque complètement. Elle lui dit de s'éloigner. Les arbres sont abattus, des entailles fusent dans tous les sens. Sérieusement, c'est dingue. Maintenant, je comprends pourquoi ce journaliste disait que ces revenants venaient de l'enfer. C'est vraiment le cas. Le pire, c'est que Sung-Yoon savait qu'utiliser ses pouvoirs n'importe comment dans la rue la ferait exécuter. Qu'allait-il faire? Il pourrait essayer de l'arrêter, prévenir leur père, mais la police arriverait bien plus vite que lui. C'est là qu'il pense à quelque chose et se demande s'il n'y a vraiment rien qu'il puisse faire. Mais en se regardant, il sait très bien qu'il n'a aucune chance face à elle. La meilleure chose qu'il pouvait vraiment faire, c'était fuir. Au final, rien de tout cela n'était de sa faute. Mais soudain, il croit voir un petit enfant là, le fixant pendant que sa sœur continue de perdre la tête, répétant qu'elle ne veut pas faire ça. Quand elle ouvre les yeux, mec, elle le voit courir vers elle avec ses chaînes fatiguées, esquivant tout, criant, lui demandant si elle l'entend et lui disant de se calmer. À ce moment-là, notre garçon se souvient de ce que son père avait dit, tu vois, à propos du taux de mortalité chez les chasseurs, mec. Il n'est même pas encore officiellement un chasseur et il risque déjà sa vie. Mais en même temps, il en est venu à la conclusion que risquer sa vie, c'est justement ce que fait un chasseur. Alors il crie, lui disant qu'elle doit se calmer et sortir de cette confusion. Soyun commence à se demander pourquoi il allait aussi loin pour elle. Elle n'était plus la même personne qu'il avait connue autrefois. La fée prend soudainement sa main et lui demande quel est le problème. C'était l'héroïne qui avait sauvé leur monde. Mais Soyun répond que non. Dans cet autre monde, elle n'était adulte que physiquement. Elle n'avait pas d'amis et était dangereuse. Elle venait à peine d'arriver et avait déjà tué plein de gens et tout le monde la détestait. La fée cependant dit que ce n'est pas vrai. Au moins, elle n'avait jamais vu quelqu'un risquer sa propre vie pour sauver quelqu'un qu'il détestait. La chaîne s'approche et, dans la scène suivante, elle jette le garçon avec elle dans ses bras en pleurant. Le problème, c'est que la police encercle l'endroit, tu vois, donc les choses ne vont pas bien se passer pour lui. Notre garçon se voit comme un petit enfant, tout heureux, et dit qu'au moins il a réussi à faire ça. Un autre gars arrive et demande à son amie si elle a vu ce que ce gamin a fait. Avec ça, l'incident a été pris en charge par la police. Ils ont veillé à ce que rien ne soit relayé dans les médias. Mais le résultat évident, tu vois, c'est que Soyun a fini en prison. Le gardien arrive et annonce que les heures de visite ont commencé. En étant conduite dans le couloir, elle se souvient à quel point sa mère a pleuré dès qu'elle a appris qu'elle serait arrêtée. Le type ouvre la porte et elle pense que ce sera sa mère. Mais qui est là, franchement? C'est son père. Elle reste affalée, essaie d'expliquer les choses, mais il l'interrompt et dit qu'il est là pour la faire sortir de cet endroit. Cette femme à lunettes qui est venue lui parler a le pouvoir de lire les souvenirs des gens. Elle a pu voir dans les souvenirs que Soyun avait été attaquée la première et qu'elle avait utilisé son pouvoir pour se défendre. D'après la loi, cet acte de recours à la force était justifié. Donc, évidemment, elle ne pouvait pas être emprisonnée pour ça. Comme Soyun vient seulement du monde des fées, elle ne comprend rien à toutes ces histoires d'actes justifiés, d'usage de la force, de loi, n'est-ce pas? Mais son père lui explique. En gros, ça veut dire qu'elle n'est pas coupable et c'est pour ça qu'elle va être libérée. Mal à l'aise, elle essaie de dire qu'elle a tué quelqu'un, mais son père lui répond que la personne qu'elle a tirée n'est pas morte. Il y a plein d'utilisateurs capables de se remettre de n'importe quelle blessure, donc il doit sûrement aller bien maintenant. Franchement, les soigneurs dans ce monde sont vraiment surpuissants, non? Le gars a répondu « Bon, d'accord alors ». Mais Soyun, elle, pleure simplement en disant qu'elle se sent soulagée. Le père ne dit rien, puis la femme à lunettes demande s'ils ont fini de parler. Ah, il est dehors et répond que oui. Ensuite, la femme explique qu'ils n'ont pas pu payer la facture de l'hôpital et qu'il va forcément être puni pour ça. Le père répond que ce n'est pas grave. Il est déjà soulagé que ça se termine ainsi. La femme lui dit de ne pas s'inquiéter car tout le monde ici doit quelque chose au grand chasseur Shin Baek. Ce qu'elle veut savoir, c'est pourquoi il en est si sûr. La personne qu'elle a attaquée doit sûrement être morte. Shin Baek dit que peut-être, quand elle apprendra la vérité, elle sera plus stable émotionnellement. La femme répond que c'est logique et lui tend un document, lui disant de le prendre. Là, il lit un document destiné à sa fille. Soudain, il fronce les sourcils et demande qui a envoyé ça. Apparemment, ce type qui est venu tout à l'heure, ça devait être lui qui a envoyé ce bazar. Pendant ce temps, Sung-Yoon n'est même pas encore rétabli qu'il est déjà de retour à l'entraînement, mec. Le grand talent du garçon, c'est de lancer une chaîne qui attrape une canette. Ah, il se tient devant un type qui n'a pas l'air très impressionné. Il veut savoir qui est ce type bizarre, et l'entraîneur répond qu'il ne sait pas non plus. Le gars dit de ne pas trop s'en faire pour lui et de continuer ce qu'ils étaient en train de faire.
Sung-hyun répond qu'il n'arrive pas à se concentrer avec un fichu commentateur à côté de lui qui raconte n'importe quoi. Le gars lui demande si c'est vraiment à cause de lui. Va-t-il vraiment dire qu'il ne peut pas se concentrer dans un vrai combat à cause de quelque chose d'aussi insignifiant? Ce genre de détail insignifiant arriverait forcément dans un donjon. Et s'il n'arrive pas à se concentrer juste parce que quelqu'un mange des chips à côté de lui, ça montre déjà qu'il n'est pas prêt. À ce moment-là, Sung-hyun s'avance et demande si le vieil homme le connaît. Ce type est sur le point de chercher la bagarre maintenant. Sung-hyun s'apprête à parler de tout l'entraînement qu'il a fait, mais l'homme se lève simplement et dit qu'il s'en fiche, ajoutant qu'il reconnaît que le garçon a vraiment de bonnes capacités physiques, mais que sa maîtrise était terrible. Notre garçon n'a même pas remarqué que l'homme, en une seconde, s'était déjà retrouvé derrière lui. L'homme dit que ces chaînes qu'il a créées avec sa propre énergie sont affreuses, puisqu'il est obligé de continuer à consommer juste pour pouvoir les contrôler. Sans parler du fait qu'il utilise trop de puissance à chaque action et qu'elles ne sont pas du tout précises non plus. Il devait comprendre que les professionnels n'utilisent même pas beaucoup de force, mec. Il attrape le paquet de chips et dit « Voilà comment on fait, mec ». D'un seul coup, toutes les canettes sont transpercées. Il demande si le garçon a compris, et notre garçon est vraiment sous le choc. Le plus fou, c'est que le paquet de chips enveloppé dans son énergie était toujours intact. Alors que Ju-hong se demande qui est ce type, l'homme s'approche de notre garçon et lui dit que même lui ne connaît pas sa véritable puissance. Puis il sort un parchemin et explique que c'est un outil qui invoque les revenants, et il voulait qu'il l'approche de la chaîne. Dès qu'il le touche, l'objet disparaît et il dit que maintenant il comprend. Concernant nos enfants, tu te souviens de ce qui s'est passé à l'hôpital? Parce qu'il a clairement vu qu'au moment où les chaînes du garçon ont touché, la sœur a complètement éteint ses pouvoirs. En d'autres termes, il possédait le talent inédit de sceller les pouvoirs des revenants. Essayer d'utiliser ces chaînes comme une arme était la véritable définition d'un talent gâché. Déconcerté, Sung-hyun demande comment il sait tout cela et qui il est. Bon sang. Il se présente comme Gi-young, un chasseur professionnel et professeur à l'Académie des capacités spéciales. Et aujourd'hui, il est là pour recruter ce sale gosse, pas vrai? Notre garçon est complètement figé et dit qu'il a déjà échoué au test d'admission. Ji-young lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Il a l'autorité d'inscrire n'importe quel élève là-bas, et la capacité que le garçon possédait était largement suffisante. Mais bien sûr, c'est lui qui prend la décision finale. Est-ce qu'il va vouloir rejoindre l'académie ou pas? Mec, le garçon prend soudain cette tête d'acteur idiot en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Hein? Presque en larmes? Oh mon Dieu, il vient de perdre 10 points d'aura. Le gars rit et lui souhaite la bienvenue à la Hunter Academy. Mais soudain, quelque chose vole dans sa direction. Ji-young se retourne et parvient à l'attraper en plein vol. Mec, what? C'est ce papier. Et voilà Shin Baek qui arrive, furieux et débordant d'aura, exigeant que Ji-young explique tout de suite ce qu'il compte faire avec ça. Mais Ji-young se retourne et répond que c'est justement la question qu'il devrait poser. Pendant que le père panique, Sung-hyun ne comprend rien à ce qui se passe. Et maintenant, face à face, Ji-hyung dit simplement que plus il voit Shin Baek, plus il se rend compte qu'il vieillit et qu'il se ride. Il devrait commencer à assister aux réunions avant que les gens n'oublient à quoi il ressemble. Le père, cependant, lui dit d'arrêter de changer de sujet et de répondre à la question sur ce que c'est. Ji-hyung répond que c'est évident. Il a simplement envoyé aux enfants une petite lettre de recommandation. So-hyun était une revenante avec une capacité de rang S, et Sung-hyun possédait une capacité sans précédent. Mais le père dit qu'il n'accepte ça pour aucun des deux. Même si So-hyun avait un corps plus âgé, elle n'a passé que 6 mois dans l'autre monde. Donc, elle a encore l'esprit d'un enfant et ne peut pas aller dans une académie dans cet état. Ji-hyung, cependant, dit qu'elle doit s'adapter, mec, et que c'est lui qui répète toujours ça. En plus, il semble que son pouvoir devienne incontrôlable. En ce moment, sans savoir comment utiliser ses pouvoirs, elle était en gros une bombe. Et la seule chance était de s'entraîner avec les experts de l'école. Mais le père dit que lui seul suffit déjà à l'entraîner. Il jette un coup d'œil sur le côté et ajoute qu'en plus, ce garçon-là n'avait aucun talent. Et il dit à notre garçon qu'il doit comprendre que la détermination sans la force ne mène qu'à la mort. Voilà notre garçon, qui est déprimé un instant et surexcité l'instant d'après. Mais alors Ji-young dit qu'il a tort. Il a vu de ses propres yeux que ce garçon était courageux et s'est jeté pour sauver sa sœur. Il a le courage nécessaire pour devenir un chasseur. Mais Shin Baek répond que ce n'est pas du courage, c'est de l'imprudence. Il se tourne vers notre garçon et lui demande si, à ce moment-là, il connaissait le pouvoir de sa sœur et s'il pensait vraiment pouvoir arrêter sa force. Sung-hyun, tout penaud, essaie d'expliquer qu'il avait juste peur qu'elle se blesse. Mais le père le coupe et dit que c'est bien là le problème. Il ne se concentrait pas sur le résultat. La seule raison pour laquelle il est encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu de la chance que son pouvoir fonctionne cette fois-ci. Mais va-t-il vivre en tant que chasseur qui mise sur la chance à chaque fois? Woo Jae-hyun essayait de recommander le garçon, mais il ne savait rien du tout. Cette lettre ne lui vaudrait aucun traitement de faveur. Au final, il finirait juste dans cette académie et se ferait écraser par la concurrence. Franchement, ce père n'aide vraiment pas non plus. Quel salaud de rabaisser son propre fils. Alors que les deux se disputent, Sung-hyun demande pourquoi son père agit toujours ainsi. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais le courage de lui dire qu'il a bien fait? Il n'est même pas félicité pour avoir sauvé sa sœur, alors que ça devrait aller de soi. Il est presque en train de devenir fou quand soudain quelqu'un lui attrape le bras. C'est Ju-young qui félicite notre garçon.
Maintenant qu'un professeur l'avait reconnu, il était plus proche de son rêve. Notre garçon est tout gêné, disant que ce n'est pas vraiment comme ça ou quelque chose du genre. Mais le type lui dit de ne pas trop réfléchir. Tout ce qu'il a à faire, c'est de suivre la voie qu'il pense être la bonne. En regardant les chaînes dans sa main, il dit qu'il fait confiance au travail que le garçon a montré. Et il dit évidemment directement au père qu'il ne devrait pas se soucier des gens qui ne le reconnaissent pas, encore moins de quelqu'un qui ne sait rien de lui. Mec, je pensais que ce type travaillait pour le père, tu vois, comme une sorte d'espion. Mais apparemment, ils ne s'entendent pas non plus. Et le père dit que maintenant, il comprend pourquoi le gamin est aussi obsédé par le fait de devenir chasseur. Ça devait être ce type, l'idiot qui lui a donné ce faux espoir. L'aura du père fait transpirer l'homme à grosses gouttes, mais le garçon se donne une claque au visage, tout en remerciant mentalement le professeur de l'avoir aidé à remettre ses idées en place. Ensuite, il dit qu'au début, il voulait vraiment juste être comme son père. Il voulait être reconnu et prouver qu'il pouvait gagner. Il ne pensait qu'à des choses pathétiques comme ça. Mais ce jour-là à l'hôpital, tout était complètement différent. Et maintenant, il était prêt, mec. Il allait devenir un chasseur, même si cela signifiait devoir se battre contre son propre père. Mais Shin Baek se retourne et dit qu'il savait que les mots seuls ne suffisaient pas pour qu'il comprenne les choses. L'homme pose sa main sur l'épaule du garçon, se penche près de son oreille et lui dit d'y aller, d'essayer alors. Notre garçon sursaute même, et le père dit que bientôt, il se rendra compte qu'il n'est pas fait pour suivre la voie qu'il essaie d'emprunter. Le père lui accorderait 1 an pour intégrer le conseil des élèves. S'il n'y parvenait même pas, il serait ramené de force à la maison. Ji-young essaie de dire quelque chose, mais le père lui ordonne simplement de se taire et prévient que Sang-hyun ferait mieux de protéger sa sœur. Ses pouvoirs n'étaient pas du tout stables, et qu'on le veuille ou non, la seule option était d'envoyer le garçon avec elle. Il ferait mieux de s'assurer qu'elle vive paisiblement à l'école. Et comme pour la première condition, s'il arrive quoi que ce soit, il sera immédiatement ramené. Il demande si le garçon a compris. Et bien sûr, il répond oui, non. Celui-là, il écoute son père, vraiment. Sur ce, l'homme le relâche et s'en va. Les trois restent là, l'air complètement idiot, en disant qu'ils ont vraiment cru qu'ils allaient mourir. Déjà dehors, dans la rue, Ji-young l'interpelle, lui demandant s'il n'est pas allé trop loin, en disant que le garçon devrait intégrer le conseil des élèves. Il devrait savoir que seuls les plus forts pouvaient accéder à ce poste. Étant classé rang F et encore en première année, ce serait impossible. Le père, cependant, dit que si le garçon a eu le courage de lui dire en face qu'il allait devenir chasseur, c'est bien le minimum qu'il devrait pouvoir faire. L'ami continue d'insister, puis Shin Baek dit qu'il n'a jamais voulu entraîner qui que ce soit sur cette voie. Mais en se rappelant que notre garçon a dit qu'il voulait lui ressembler, il se retourne et dit qu'au final, il l'a quand même entraîné avec lui. De retour à l'hôpital, So-hyun regarde la lettre d'admission et rayonne de bonheur. Avec cela, le mois de février s'est terminé, et voilà notre garçon en train de s'entraîner avec ses chaînes fatiguées. Le mois de mars est arrivé avec un changement soudain, mec. C'était le bateau pour les étudiants de l'Académie des chasseurs, et maintenant ils partaient, les gars. Prochain chapitre. Qu'est-ce que c'était, cette histoire où il disait qu'il devait mentir? Il y avait encore des gens là-bas. Tout l'endroit est en train de brûler. On dirait que c'est le père, non? Avec la main qui a tué tout le monde. Et notre garçon crie en disant « Un chasseur ne devrait pas agir comme ça ». Soudain, il se réveille dans son lit, cheveux blancs. Je ne pense pas que c'était le protagoniste. C'est qui ce type? Je ne vais même pas essayer de deviner, d'accord? On le saura bien assez tôt. Celui avec des lunettes demande s'il va bien, non? Parce qu'on aurait dit qu'il criait dans son rêve. Il répond que oui, puis le gars dit qu'il doit être le nouvel élève puisque c'est la première fois qu'il le voit ici. Celui avec des lunettes se présente comme Pureum. Quel nom, franchement? Un élève de 2e année. Et celui aux cheveux blancs serre la main et dit qu'il s'appelle Seol Subin. Enchanté de te rencontrer. Nous sommes sur le bateau. Les frères et sœurs regardent une boîte pleine de provisions, se demandant pourquoi ils reçoivent autant de choses. On va avoir un arc de survie dans la forêt comme dans Hunter x Hunter? Je suis partant pour ça. Ah, je comprends. C'est la valise de notre garçon. Et on dirait qu'il a volé plein de trucs à son père. Merde. Je suis là à rêvasser tout seul. Soudain, la sœur se lève et dit qu'elle va faire un tour. Il lui dit de ne pas y aller seule, mais elle répond qu'elle l'appellera s'il se passe quelque chose. Elle sait que la chambre est la 105. Et au revoir. Notre garçon se rend compte qu'il élève un enfant. Il regarde par la fenêtre en pensant que l'important, c'est de savoir ce qu'ils vont faire à partir de maintenant. Pendant ce temps, il y a un blond sur le pont qui dit que cette nouvelle vie à l'école va être pleine de rencontres et qu'il doit se lier d'amitié avec des gens forts, non? Pour se faciliter la vie. Mais ça, c'est juste ce qu'un débutant penserait, et c'est pour ça que Pureum agit comme ça. Apparemment, il n'a pas toute sa tête, et les deux à côté de lui essaient de comprendre ce que raconte ce type un peu fou. Le blond reprend son sérieux et dit que se rapprocher des autres élèves, c'est bien, mais que la prochaine fois, ce serait mieux de venir avec une fille vraiment jolie de son âge. Celui avec des lunettes s'excuse, disant que ce fou de Woojin est un peu accro aux filles. Je ne lui en veux pas, à ce vaurien. Et là, il est agacé, disant qu'il a cherché partout sans voir personne. Mais regarde sur qui il tombe finalement, pas vrai? En train de nourrir les oiseaux. Elle est un peu triste que les oiseaux ne prennent pas ses chips quand, soudain, elle laisse tomber le paquet. Mais à la même seconde, Woojin arrive, le ramasse et le lui rend. Elle le remercie tout mignonnement, mais ce gars-là, franchement, il n'a pas toute sa tête.
Tout de suite, il lui dit qu'elle n'a pas réussi à attirer d'oiseaux, mais qu'elle a réussi à attirer quelqu'un d'autre. Elle est un peu perdue, tandis que son ami se demande s'il était normal de laisser ce cinglé continuer comme ça. Pureum répond que puisque personne ne s'enfuit, c'est une révolution. Et beaucoup de gens présents avaient déjà participé auparavant. Le seul inconvénient, c'est qu'il fallait payer des frais complètement fous. Subin dit que c'est logique de payer. Après tout, quiconque obtient son diplôme ici n'aura plus jamais à se soucier de trouver du travail. Mais en repensant à ce chasseur qui a tout brûlé, il dit que tout le monde ne mérite pas cette qualification. Pureum jette un coup d'œil et se demande où Woojin allait avec la fille. Il dit qu'il vaut mieux les suivre puisque ce type n'a pas toute sa tête. Et les voilà partis, mec. Scène suivante, déjà dans la chambre, elle a amené le gars pour rencontrer notre garçon. Ou en fait, elle l'a amené pour le dénoncer, parce qu'à ce moment-là, elle dit à notre garçon d'oublier ça. Ce type la suivait. Il lui demandait si elle avait un petit ami et l'a même touché. La seconde d'après, de l'extérieur, les amis voient l'idiot se faire jeter hors de la chambre. Il dit à notre garçon qu'il pourrait discuter un peu, mais Seong-Yoon va déjà lui casser la figure. Celui avec des lunettes vient aider pendant que Subin reste assis là, genre, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que dans la scène suivante, notre garçon a expliqué qu'elle avait dormi pendant 12 ans. Et à ce moment-là, les gars commencent à s'excuser auprès de la fan, disant qu'ils n'étaient même pas au courant de ça. Notre garçon dit que ce n'est pas grave et s'excuse d'avoir frappé sans prévenir. Ensuite, le gars avec des lunettes dit que lui et Subin doivent avoir le même âge. Et le gars salue notre garçon, qui, avec son air beau gosse, ne prend même pas la peine de répondre. Un peu plus tard, dehors, Pureum lui demande s'il est dans le département des chasseurs, et il répond que oui. Le gars veut savoir s'il y a un chasseur dont il est fan ou qu'il aime bien. Notre garçon répond que, personnellement, non. Son père était chasseur, donc il a été un peu influencé. Puis le gars se souvient que son nom est Ji Seong-Hyun et demande s'il connaît par hasard Shin-Baek. Et ouais, mec, comme on s'y attendait, les yeux de Subin sont déjà grands ouverts. Il se souvient du salaud au moment où notre garçon dit « Ouais, c'est mon père ». L'idiot se fiche pendant que les autres sont choqués, demandant s'il ne ment pas, disant qu'ils sont fans et tout ça. Mais Subin se souvient très bien de qui est Ji Shin-Baek, et maintenant il est juste assis là, ne sachant même pas comment réagir, mec. Juste devant lui se trouvait le fils de cette personne. Pureum dit que son père est un modèle. Quand il était plus jeune et rêvait de devenir chasseur, il l'admirait toujours pour s'inspirer. Notre garçon lui demande s'il ne veut plus devenir chasseur, et il explique que maintenant il est dans le département d'ingénierie magique. Il n'a aucun talent pour être chasseur, non. C'est parce qu'il est de rang E, mec. Notre garçon continue de réfléchir, et il est là, mais il est de rang F. Et à ce moment précis, la sœur dit exactement cela, et les trois sont surpris. Notre garçon devient un peu gêné, et Pureum veut savoir comment il a même pu devenir chasseur et être admis s'il est de rang F. Seong-Hyun intervient déjà avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, expliquant qu'ils ont été admis grâce à une recommandation. Il se frotte la tête, tourne de gauche à droite, mais c'est sûr qu'on va finir par le détester, non mec. Puis il s'adresse à Pureum et lui dit que s'il s'entraîne dur, il pourrait aussi finir par devenir chasseur comme lui, ou au moins, tu sais, réussir à entrer dans le département pour passer les tests. Évidemment, Subin doit se dire que ce gamin n'est qu'un enfant gâté qui est là grâce à son père. Le voyage continue avec Pureum qui apprend à sa sœur à jouer sur la Nintendo Switch, Woojin qui drague les filles, et notre gars qui fait les 100 pas. C'est alors qu'il voit Woojin là, au bord, et il s'approche pour lui demander s'il a le mal de mer. Il répond que oui, et notre gars s'arrête à côté de lui. Puis le type lui demande pourquoi il veut devenir chasseur. Seong-Hyun commence à dire quelque chose à propos de son père, mais Seol Subin l'interrompt et dit que ce n'est pas ce qu'il demande. Il veut savoir quelles sont ses convictions, quel est son état d'esprit. Sorti de nulle part, le gars essaie de passer en mode coach et de transformer le garçon. Il se souvient de ce moment où il s'est vu enfant, mais il dit qu'il n'est pas sûr. Il n'y a jamais vraiment réfléchi en profondeur. Seol Subin dit alors que, quand on regarde les infos, on voit toutes sortes de gens qui sont devenus chasseurs sans la bonne motivation, ceux qui veulent juste gagner de l'argent facilement ou devenir célèbres. Notre gars est d'accord qu'il y a des gens comme ça, et le type ne s'arrête pas de parler, vraiment, en disant que ces gens-là ne comprennent pas que devenir chasseur n'apporte pas que des avantages. Cela apporte aussi des responsabilités, et c'est pour ça qu'il déteste les chasseurs. Confus, Seong-Hyun demande alors « Pourquoi veut-il en devenir un ?» Ce à quoi il répond qu'il veut être quelqu'un qui peut sauver tout le monde, et c'est pour ça qu'il veut dire à notre gars de ne pas aller à l'académie. Seong-Hyun s'arrête un instant et demande de quoi il parle. Subin dit que c'est ridicule, qu'il a dit à Pureum qu'il pouvait devenir chasseur même en étant rang E. Dès qu'une personne s'éveille, c'est terminé. Son rang est fixé, et il ne change jamais. En plus de ça, entrer dans cette académie coûte une fortune, à moins d'avoir des relations, ou d'être comme lui avec un père riche qui paye tout. Pouf mec, il ne se doute pas que son père n'est pas vraiment de son côté. Seong-Hyun lui dit immédiatement de faire attention à la façon dont il parle. En plus, il était là parce qu'il a éveillé ses pouvoirs après beaucoup d'entraînement. Seol Subin répond que l'éveil des pouvoirs n'a rien à voir avec le travail acharné. S'il a éveillé un pouvoir qu'il n'avait pas auparavant, cela signifie simplement qu'il ne savait pas ce qu'il faisait ou qu'il n'avait pas réalisé qu'il le possédait. Tout ce qui s'est passé, c'est que, par chance, il a fini par l'utiliser. Le fait qu'il ait reçu une recommandation pour entrer ici, même en tant que rang F,
Et même le fait que lui, Seol Subin, soit également là, tout cela, c'est parce qu'ils ont eu de la chance. Et dire qu'il va devenir chasseur sans reconnaître quelque chose d'aussi évident montre simplement à quel point il est immature. Et qu'au niveau mental, il est vraiment au même niveau que sa sœur. Mec, évidemment, notre gars est déjà entré pour lui coller un coup de poing. On aurait dit que ça allait le frapper en plein visage. Mais je ne sais pas si quelque chose s'est passé à ce moment-là. Le type est toujours debout, intact. Pire encore, la sœur est surprise et quand elle regarde sur le côté, notre gars est par terre. Elle demande ce qui s'est passé, et Subin dit qu'il a trébuché sans raison, mais qu'il va bien. Mais Sang-hyun n'a aucune idée de ce qui s'est passé, mec. Au moment même où son poing allait atterrir sur le visage du type, la trajectoire a changé et il s'est retrouvé par terre. Et ce salaud se tourne encore vers notre gars et lui dit que quelqu'un comme lui, qui ne sait pas se contrôler et qui frappe comme ça, ne va faire que salir la réputation des chasseurs. Il se détourne en disant que s'il avait un peu de jugeote, il abandonnerait tout simplement. Mais là, mec, quelque chose attrape son pied. C'est la chaîne en porcelaine de notre gars. Encore une fois, la sœur est surprise et maintenant c'est Subin qui se retrouve par terre. Et là, le protagoniste dit que peut-être, oui, il s'est retrouvé ici par pur hasard, mais qu'il n'était absolument pas question d'abandonner de son plein gré. Subin lui dit qu'il peut rester là aussi longtemps qu'il veut, mais avec ce rang-là, il ne survivra pas. Et notre gars répond simplement « J'ai hâte de voir ça ». À minuit, ils se retrouvent tard pour régler leur compte. Sérieux, inviter le gars à un rendez-vous à minuit. C'est quoi ça, gamin? Un duel romantique? Un peu plus tard, il se met à pleuvoir à verse et So-yeon se souvient de la fée qui disait qu'elle ne voulait pas disparaître. Elle se réveille soudainement et se rend compte qu'elle est seule dans la chambre. Elle se lève, appelle Sang-hyun, mais remarque qu'il n'est pas là. La voilà donc dans le couloir, se demandant où il est parti, morte de peur. Sortie de nulle part, elle sursaute en voyant Woo-jin juste derrière elle qui lui demande ce qu'elle fait là. Elle lui répond en lui posant la même question et il lui dit qu'ils sont en train de régler des trucs dans une pièce et l'invite à venir avec lui. Elle devient toute joyeuse et accepte, oubliant complètement notre gars. Déjà arrivé dans la pièce, il y a un petit groupe qui rigole, peut-être notre première waifu. Dès que Woo-jin voit le visage de la fille, mec, il devient super mal à l'aise. Étrangement, sans prévenir, il se retourne et dit à son ami, Eunbi, qu'il s'en va. L'ami lui demande pourquoi et il répond qu'elle ne lui avait pas dit que cette fille serait là. La sœur de notre gars, elle, entre déjà toute contente en disant que l'endroit est plein de nourriture. La fille aux cheveux orange dit à Woo-jin d'arrêter de rester planté là comme un idiot et de venir s'asseoir aussi. Agacé, il dit d'accord et se joint au groupe. La fille demande qui est la nouvelle et il répond que c'est une amie d'une amie ou quelque chose comme ça. Et quand So-yeon dit bonjour, l'autre n'a pas l'air contente du tout. Qu'est-ce qui se passe? Sérieux. Il y a tellement de drames sur ce bateau. Parhyum est un peu perdu de voir So-yeon ici et demande où est passé Sung-hyun. Elle dit qu'elle n'en a aucune idée. Quand elle s'est réveillée, il n'était plus là. Et bien sûr, Parhyum remarque aussi que Subin n'était pas dans la chambre. En plus, l'interaction entre eux semblait un peu étrange. Peut-être qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là. À ce moment précis, les deux se font face, et notre gars veut savoir pourquoi l'autre porte un imperméable. Subin répond que c'est évidemment parce qu'il pleut. Mais comment va-t-il se battre en tenant un parapluie? Notre gars répond que c'est la meilleure façon d'empêcher l'eau de toucher son corps. Les deux se fixent, chacun se demandant si l'autre est idiot. À ce moment-là, ils commencent aussi tous les deux à activer leur pouvoir. Et Subin explique que le pouvoir qu'ils possèdent est l'esprit de l'eau. Il pleuvait et ils étaient entourés par la mer. Dans un endroit comme celui-là, son pouvoir était amplifié et s'il perdait le contrôle, notre gars pourrait finir par mourir. Mais Sung-hyun jette simplement le parapluie de côté et demande « N'était-ce pas lui qui voulait commencer ?» À la même seconde, le gars répond « Très bien alors. » L'esprit de l'eau commence à foncer vers Sung-hyun et lance une rafale, un vrai laser. Il esquive, ce qui surprend le gars, puis active la chaîne et la lance dans sa direction. Le type trouve ça impressionnant, mais bien sûr, la chaîne est facilement détruite. Pour un rang F, ce n'était pas mal. C'était juste étrange que la chaîne soit plus faible qu'une vraie. Sung-hyun est déjà sous le choc, mec. Ce salaud avait deux esprits. Je suis juste là pour dire qu'avec ce qu'il utilise, il n'accomplira rien. La résistance était si faible qu'on ne pouvait même pas s'en servir pour attaquer ou se défendre. Maintenant, notre gars fait des acrobaties, esquivant tout, c'est tout ce qui lui reste. Encore une fois, il tire sur la chaîne, lance une nouvelle attaque, mais celle-ci se brise contre le mur. Et ce salaud demande même si c'est la seule tactique inutile qu'il a. Il aurait déjà dû se rendre compte qu'il n'a pas fait un seul pas depuis le début. Il est temps qu'il comprenne pourquoi il n'a pas sa place ici. Le garçon dit que c'est justement parce qu'il n'a pas bougé ni fait un seul pas qu'il ne l'a pas remarqué. Quand le type baisse les yeux, mec, il y avait de petites chaînes près de sa botte. Et le pire, c'est que notre garçon les avait déjà accrochées à la grille avant que le gars ne puisse faire quoi que ce soit, puis il l'a tiré en arrière contre le mur. Et notre garçon dit qu'il n'a utilisé la même tactique que parce que c'est la seule chose qu'il puisse faire. Je croyais qu'il allait sortir une réplique épique, mais le gamin est juste en train de s'humilier. Là, oui, il humilie vraiment ce pauvre type, mec, en disant qu'il bluffait, apparemment parce qu'il n'a pas l'air d'avoir un rang très élevé. Parce que s'il en avait un, il ne se ferait pas tabasser par un rang F comme lui. Subin change alors d'expression et dit « Très bien, je vais commencer à prendre ça au sérieux ». Sung-hyun lui dit de venir, mais maintenant on est de retour dans la pièce avec le gars baraqué qui dit que c'est du vol.
On dirait que la fille là-bas a tiré un personnage de rang SS, plein de stats en acier et tout ça, et elle est un peu gênée, disant qu'elle a juste eu de la chance. So-yeon demande ce que c'est, mais a expliqué que c'est un jeu de société. Il semble que ça analyse la puissance de la personne qui le crée, et le personnage correspond plus ou moins à ça. Mince, donc cette fille-là est de rang SF, mec, c'est abusé. Maintenant, c'est au tour de Parium qui appuie sur le petit bouton et crée un mage de rang B. Quoi? J'ai pas trop aimé le concept de ce jeu, mec. Le jeu est censé être stylé, si ça doit être nul, autant laisser ça à la vraie vie. Mais Parium explique que la même technologie utilisée dans ce jeu est celle qu'il utilise dans les équipements d'entraînement. Waouh, mec, il l'a tendu à So-yeon et lui a dit d'essayer. Dieu merci, le truc ne s'est pas activé, mais elle a demandé, voulant savoir exactement pourquoi. Il est un peu perdu. Le blond n'en a aucune idée non plus, et la fille aux cheveux orange dit que c'est peut-être parce qu'elle est trop faible ou qu'elle n'a pas assez de puissance. Quand soudain l'appareil annonce que la capacité du joueur 5 n'a pas pu être analysée et qu'il a estimé qu'elle pourrait être une régressée. Le jeu était explicite, mec, avec la fille en train d'être torturée. Tout le monde est choqué et elle reçoit une classe secrète aléatoire. Tout le monde s'enthousiasme, disant qu'ils sont jaloux, que c'est dingue. Woojin se tourne alors et demande si c'est vraiment vrai. Puis il se souvient que Ji-young lui avait dit qu'elle devait absolument garder le secret, qu'elle était une retourneuse. Elle a demandé pourquoi, et on lui a expliqué que la plupart des régresseurs présentent un tas de problèmes. Comme elle, par exemple, qui a tout simplement perdu 12 ans de sa vie, et c'est pour cela qu'ils ont du mal à s'intégrer dans la société, finissent par commettre toutes sortes de crimes et sont méprisés. C'est pourquoi beaucoup sont considérés comme des catastrophes ambulantes. Avec une telle réputation, il vaut mieux que personne ne sache rien, sinon elle finira par être jugée. De retour dans le jeu, elle est toute gênée, essayant de s'expliquer et tout, mais Woojin lui dit simplement de cracher le morceau et d'arrêter de gagner du temps. Il veut entendre son histoire. Il semble enthousiaste à l'idée d'en savoir plus sur l'autre monde et sur ce qui s'y est passé. Elle obtient la classe de tueuse de dragons pendant que tout le monde est curieux d'en apprendre davantage sur elle. Même si les autres sont excités, elle devrait évidemment le cacher, non? La pauvre, c'est une gamine, faible d'esprit et déjà toute excitée, n'est-ce pas? Parce que personne n'a peur d'elle. La fille aux cheveux bruns dit qu'elle s'en fiche, et à ce moment-là, elle s'enthousiasme et dit d'accord, elle doit leur raconter. Bien sûr, celle aux cheveux orange n'aime probablement pas ça du tout, pas vrai, mec? Et tout de suite, elle dit qu'elle a entendu dire que la plupart des régressives affrontent d'innombrables créatures et adversaires. Par hasard, avait-elle déjà tué quelqu'un? À ce moment-là, So-yeon se souvient du type à qui elle a fait un trou dans la poitrine. Mais juste au moment où ça devient de nouveau intéressant, on se retrouve sur le terrain avec Soobin qui dit que c'est dommage, parce que même si ses techniques et sa stratégie étaient bonnes, rien de tout cela n'a suffi puisqu'il a fini au sol. Et avec ça, il a dû se rendre compte que parfois, le pouvoir facile que certains obtiennent est plus fort que tout le travail acharné des autres. C'est pour ça que beaucoup abandonnent leurs rêves à cause d'un rang trop bas, tandis que d'autres, comme on le voit déjà avec la sœur, obtiennent des capacités sorties de nulle part et deviennent intouchables. C'est comme ça que le monde fonctionnait, que ce soit pour le pouvoir, la famille, les relations ou même les capacités. Il y a une limite claire à ce que quelqu'un peut accomplir uniquement avec de la volonté. Quand il est entré à l'Académie des chasseurs, il allait découvrir qu'il existe des gens bien pires, plus cruels et plus forts que lui. En d'autres termes, au final, il y va juste pour souffrir. Mais notre gars, lui, dit que son père n'était même pas de rang S ou A quand il a commencé. Et pourtant, il a déjà accompli plus que n'importe qui de rang A ou supérieur. Il a nettoyé d'innombrables donjons de rang A et S et sauvé d'innombrables personnes. Tout ce qu'il a fait, c'était essentiellement grâce à ses propres efforts. Il a peut-être un rang F, mais il n'allait pas abandonner aussi facilement. Soobin dit qu'apparemment il en sait beaucoup grâce à son père, et il demande s'il se souvient de la porte de rang S qui est apparue dans la ville de Mapo il y a 7 ans. Sung-yoon fronce les sourcils et demande pourquoi il parle soudainement de ça sans raison. Et le gars répond que cette porte s'est terminée avec d'innombrables victimes, non seulement à cause des monstres, mais aussi parce que de nombreuses personnes sont mortes à cause du pouvoir des chasseurs. Le protagoniste demande pourquoi il parle de ça, et Soobin répond que c'est parce que plus personne ne critique ce qui s'est passé à l'époque. Sung-yoon est sur le point de dire que les chasseurs avaient leur raison, mais Soobin l'interrompt et dit que c'est son père qui a tué la petite sœur qu'il avait, et que c'était ridicule de dire qu'il n'avait pas d'autre choix que de sacrifier un tas de gens pour en sauver quelques-uns. Un chasseur devrait protéger tout le monde. Encore une fois, il demande quel saut Soobin essaie de réaliser, pourquoi il fait tout ça et quel genre de chasseur il veut devenir. Pendant que tout cela se passe, il y a quelqu'un de particulier qui écoute sur le côté. Et bien sûr, nous revoilà, juste au moment où la fille aux cheveux orange a demandé si elle avait déjà tué quelqu'un. Personne n'a pu dire quoi que ce soit, et évidemment So-yeon s'est sentie très mal à l'aise. Elle s'est un peu embrouillée dans ses mots et s'est soudainement levée, disant qu'elle allait aux toilettes. Elle a posé sa main sur sa poitrine, l'air un peu gêné, et s'est enfuie. L'idiot a ri, puis Purium a demandé à Midori pourquoi elle avait sorti ça de nulle part. Elle s'excuse un peu, et dit que la fille est de toute façon dans le département d'ingénierie. Même Purium dit que non, elle est dans le département des chasseurs. Soudain, la fille change d'expression et dit que dans ce cas, elle n'est pas prête. Un chasseur n'est pas seulement quelqu'un qui doit tuer des créatures, parfois ils doivent tuer d'autres personnes. Prendre des vies fait partie du métier, et avec cet état d'esprit, elle n'était pas prête à être là.
Soyeon est allée dans une autre partie du bateau. Son cœur battait la chamade et elle ne cessait se demander pourquoi elle s'était enfuie. Tout ce qu'elle avait à dire, c'est qu'elle n'avait tué personne. Mais rien que de repenser à ce moment où elle avait utilisé cette flèche faisait battre son cœur à toute vitesse. Elle a toujours l'impression de ne pas mériter d'être là. Encore une fois, elle se souvient de la fée et se demande si elle pourra vraiment se faire de nouveaux amis. C'est alors que quelqu'un apparaît à côté d'elle. C'est cette fille qui était aussi là pendant le jeu, qui la salue et se présente sous le nom de Modan. Elle lui demande si elle veut retourner jouer là-bas dans la salle. Mais Soyeon répond simplement non. La fille dit que c'est dommage, car c'est la première fois qu'elle voit quelqu'un obtenir une classe secrète. Soyeon s'excuse, mais dit qu'elle n'est pas sûre de vouloir participer. Repensant à ce qu'elle a vécu, elle a eu peur. Modan dit qu'elle comprend ce qu'elle ressent. Elle s'est éveillée tard, alors qu'elle était déjà au lycée. Le problème, c'est que cela s'est produit alors qu'elle était en plein cours. Elle a perdu le contrôle, et la plupart de ses amis ont été gravement blessés. Mais malgré tout, elle a cru en elle et elle n'allait laisser personne l'intimider. Surtout parce qu'elle a repris le contrôle et a réussi à survivre à cela. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de faire de son mieux pour qu'une chose pareille ne se reproduise plus. Puis Soyeon se souvient du moment où elle a parlé à Sion, qui est la fée des rêves, et lui a demandé s'il n'y avait pas auparavant une pierre qui pleurait ici et comment elle avait bougé. La fée explique qu'elle lui a simplement parlé et que la pierre est partie. Oui, c'était vraiment une pierre qui pleurait et maintenant tout s'explique. Et la fée explique qu'elle a partagé sa douleur avec la pierre, et qu'ainsi, elle s'est sentie mieux et est partie. Parce que cette pierre, les nuages et les gens partageaient tous les mêmes larmes, et c'est ainsi que de nombreuses amitiés se sont formées. Soyeon a souri et a dit qu'elle avait raison, qu'il lui suffisait d'essayer. Alors qu'elle pensait retourner dans la chambre, une attaque survient et attire leur attention. Elles la suivent, et bien sûr, se retrouvent en plein milieu du combat des protagonistes, au moment où Soobin parlait de l'incident de Mapo survenu il y a 7 ans. Sunghyun a répondu que personne n'en voulait au père parce qu'il n'était pas en tort à l'époque. Il avait ses raisons et c'était nécessaire, juste au moment où le gars criait que sa sœur était morte et que son père était un meurtrier. Soyeon fut surprise et se cacha, essayant de comprendre de quoi il parlait. Elle n'entendit clairement qu'une chose. Il y a 7 ans, son père avait tué la sœur de Soobin, et le gars demanda pourquoi Sunghyun voulait devenir chasseur. Le protagoniste répond qu'il sait déjà que Soobin veut devenir un chasseur qui sauve tout le monde, mais que lui, en revanche, n'a même jamais réfléchi au type de chasseur qu'il voulait devenir. Et il sait que beaucoup de personnes sur ce bateau pensent comme lui, mais qu'il ait un objectif ou non, tant qu'il prenait cela au sérieux et qu'il faisait de son mieux, c'était tout ce qui comptait au final. Mais cela ne fait qu'énerver encore plus Soobin, qui dit qu'ils sont complètement différents l'un de l'autre. Il a attaqué de nouveau, mais notre garçon a réussi à esquiver, à lui attraper le ventre et à le jeter au sol. Ce Soobin n'a pas toute sa tête non plus, franchement. D'un coup, il se met à hurler. Un laser jaillit de lui, transperçant les nuages. Puis l'un des esprits s'approche directement du visage de notre garçon et l'envoie au sol. Mais il remarque quelque chose d'étrange. Les esprits commençaient à disparaître, et une fois de plus, Sun Young revient, mec, mais cette fois, il lui assène un coup en plein visage. C'est là qu'il se rend compte que, sorti de nulle part, quelqu'un avait placé un seau de puissance sur son bras. C'est sûrement quand notre garçon s'est approché et l'a attrapé par le ventre, non? Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi un simple étudiant avait quelque chose comme ça. Évidemment, n'est-ce pas? Ce salaud a tout volé à son père. Et puis notre gars dit qu'au final, il se fait quand même pas mal tabasser. Furieux, Soobin revient à la charge pendant que sa sœur se demande ce qu'ils vont faire. Puis quelqu'un apparaît à côté d'eux deux, demandant ce qui se passe. Au milieu du combat, Soobin se demandait ce qu'il en était de cette personne qui a un objectif aussi insignifiant, mais qui prend les choses aussi au sérieux. Il dit que, peu importe l'objectif, ce qui comptait, c'était ce qu'il avait fait. C'était complètement faux. Ils n'étaient pas du tout pareils. Puis Soobin se souvient du jour de cette danse, quand il s'est réveillé dans un désert au milieu de nulle part. Mec. Autour de lui, il y avait d'innombrables corps de gens morts et enterrés. Ce jour-là, il a couru sans fin à travers les ruines, se demandant pourquoi cela lui était arrivé. Quel genre de coïncidence a fait qu'il méritait cet enfer? Le sol était trempé de sang, mais les étoiles brillaient comme jamais auparavant. Il trébuche, s'effondre au sol et se demande pourquoi personne ne l'a aidé dans cette tragédie. S'ils étaient des chasseurs, ils auraient dû aider tout le monde là-bas. Puis il voit une illusion de lui-même, plus âgé, disant qu'il deviendrait la personne dont il avait besoin, quelqu'un qui sauverait tout le monde. Et maintenant, il se souvient de Sun Young disant qu'ils sont pareils. Mais il était certain que si cela n'était pas vrai, alors ils étaient complètement différents. C'est parce qu'il s'est toujours demandé pourquoi les chasseurs avec les meilleurs pouvoirs ne les utilisaient que pour des désirs égoïstes. Il dit alors à Sun Young qu'il devait prendre tout cela plus au sérieux. Sun Young, cependant, répond simplement qu'apprendre la responsabilité et comprendre pourquoi il veut devenir chasseur, c'est la raison pour laquelle il est là. Ils se regardent un instant, quand soudain, ils entendent tous les deux quelque chose sur le côté et tournent la tête. Un type vraiment bizarre avait tiré en l'air et notre garçon demande qui il est. On voit un peu plus tôt que c'était Pyokrum qui était arrivé, demandant ce que les deux faisaient et pourquoi ils n'arrêtaient ainsi pas tout simplement. Il fait remarquer qu'ils pourraient se blesser. Et à ce moment-là, So-yeon se souvient du gars qu'elle a tué. « Ma fille, calme-toi maintenant. » Mais elle est calme, disant qu'il valait mieux les arrêter tout de suite. Pyokrum demande comment, et elle répond qu'il suffit juste d'arrêter les deux mecs. Il suffit de s'interposer et ils s'arrêteront.
Mais le gars dit qu'un combat entre personnes expérimentées, c'est comme se jeter dans une fusillade. Alors So-yeon imagine que si elle se jette au milieu du combat, cela pourrait finir par activer ses pouvoirs, ce qui serait encore pire. Le gamin la regarde alors et lui dit de rester là, qu'il va s'en occuper. L'arme qu'il sort est un outil magique qu'il possédait, et c'est ainsi qu'il a tiré le coup de feu et fait partir le tir. Tout ce drame juste pour que ce gamin tire un coup en l'air et essaie de donner une leçon de morale aux deux. Heureusement, juste après, Ji-young arrive par derrière et demande s'il a vraiment tiré avec une arme. D'après ses souvenirs, les outils magiques ne sont pas autorisés à l'académie ni sur le bateau, donc les trois devraient passer par la discipline. Scène suivante, alors que le bateau s'arrête sur l'île, Woo-jin dit qu'il a perdu. Même lui, qui est considéré comme l'un des pires élèves, n'avait jamais reçu de sanction disciplinaire avant d'arriver à l'école. Subin s'excuse auprès de Pyokram, qui lui répond que ce n'est pas grave, qu'au final c'était de sa faute d'avoir tiré avec l'arme. En plus, l'arme qu'il avait apportée était quelque chose que les professeurs lui avaient demandé de développer, donc la situation n'allait pas être si mauvaise pour lui. Mais ensuite, il regarde notre garçon et dit que pour eux, les choses allaient être pires. De toute façon, il s'en occuperait plus tard. Il était temps de se diriger vers les dortoirs. Elle trouve ça étrange, car elle pensait qu'elle allait loger près de Sun Young, et il lui explique qu'en réalité, sur cette île, il y a plusieurs dortoirs dispersés un peu partout. C'est à ce moment-là que So-yeon commence à avoir peur d'être près de cette fille. Puis les filles regardent leur téléphone et voient qu'au moins elle et son frère sont dans le même dortoir. Au moment même où il prononce le nom de l'endroit, qui est vraiment bizarre, quelqu'un laisse tomber sa valise par terre. C'était Subin, et évidemment, à voir leur tête, il doit être dans le même dortoir. Il reste là, stupéfait, jusqu'à ce qu'une femme arrive, les salue et se présente comme Yeon, en précisant qu'elle est la responsable de leur dortoir. So-yeon commence alors à se détendre un peu. Au moins, cette fille étrange n'est pas avec elle. Et Modan dit qu'apparemment ils sont encore ensemble, donc ça va être génial. Étant donné qu'elle est avec son frère et sa seule amie, elle est sûre que le semestre commence bien. Ensuite, on remonte à environ 100 ans, à une époque chaotique où des monstres dévorèrent les gens et où des utilisateurs de pouvoirs maléfiques parcoururent le monde en toute liberté. C'est alors qu'un homme a eu l'idée de créer un centre éducatif pour les utilisateurs de pouvoir. Après quelques années, et en évitant le regard des autorités, il a créé une petite école tout seul sur une île isolée. Quelque temps plus tard, elle est devenue connue sous le nom d'École des chasseurs. Là, nationalité, âge ou niveau d'éducation importaient peu. Si tu avais un pouvoir et étais éveillé, tu pouvais en faire partie. Ah, allez, ne nous sors pas ce faux discours marketing. On sait déjà que si quelqu'un est nul, tu le vires. Même si l'île semblait petite, la grande différence avec cette école, c'est que toute l'île était l'école, mec. Non seulement elle disposait de matériaux de qualité et de très bons espaces d'entraînement, mais aussi d'une immense quantité d'informations. L'infrastructure là-bas était aussi avancée que celle d'une grande ville. Et ce qui rendait cela possible, c'est que chaque chasseur, rêvant de devenir fort, considérait cet endroit comme le sanctuaire de l'éducation. Et c'est à ce moment-là que So-yeon arrivait, sans aucune idée du prestige de l'endroit et pensant simplement qu'elle arrivait dans une école ordinaire. Elle se prépare, et notre gars débarque pour lui dire que la cérémonie d'entrée allait commencer. Et ainsi commence le premier semestre de la première année. Mec, j'ai un drôle de pressentiment parce que cette histoire a déjà fait exploser un gars en deux et maintenant tout est super calme, tu vois? Je sens que le danger et le chaos approchent. Le jour de la cérémonie, dans une chambre du dortoir, notre gars est là en disant qu'elle est enfin arrivée. C'est So-yeon et il veut savoir où est l'autre personne. Modan explique que Subin se préparait encore à aller à l'événement. Et mec, le garçon est un peu à côté de la plaque, non? Qui a besoin de se préparer pour une cérémonie? Elle dit que c'est évident qu'il doit se préparer, surtout parce qu'il est le représentant des nouveaux étudiants cette année. Et puis, il y a Subin, qui jure au nom de 2625 nouveaux étudiants qu'ils suivront toutes les règles de l'école. Notre gars se demande comment le type qui s'est fait réprimander avant même d'arriver sur l'île est maintenant le représentant. Mais il est bien obligé d'admettre que s'il est le représentant, alors au minimum, il doit avoir l'un des meilleurs talents. Ce canon à eau qu'il a vu jaillir dans le ciel montrait qu'il avait la capacité d'infliger autant de dégâts qu'un rang A. Mais que se serait-il passé s'il ne s'était pas battu sur le bateau alors qu'il pleuvait, ou s'il n'avait pas aussi préparé ce truc pour sceller les pouvoirs? Il sait que si Subin s'était donné à fond dès le début, ses chances de gagner auraient été bien moindres. Mais le truc, c'est que, comme son père l'a dit, il ne doit pas juste survivre. Il doit intégrer le conseil des élèves. Il n'avait pas le temps d'être heureux simplement parce qu'il avait été admis. Les cours commençaient juste après la cérémonie, et il s'imagine que, comme c'est une école de chasseurs, il va pouvoir apprendre plein de choses intéressantes. C'est à ce moment-là que Yeon, la surveillante, arrive et dit que So-yeon doit retourner au dortoir. Elle explique maintenant que sa classe va être différente parce qu'elle n'a même pas terminé l'école primaire. Et Yeon dit que, pendant les premiers jours d'école, alors que les autres assisteront au cours du matin, elle devra étudier pour passer le test d'équivalence. Elle demande ce que c'est, et la femme répond que ce sont juste les bases, voyons. Elle doit étudier le coréen, les mathématiques, l'anglais, les sciences sociales, les sciences et tout ce genre de choses. Évidemment, la pauvre fille détestait déjà ça parce qu'elle pensait qu'elle était là pour utiliser des pouvoirs, quoi. Mais elle est déjà dans la voiture et la voilà partie. Quelque temps plus tard, c'est le premier cours de notre garçon. Quelque temps plus tard, c'est le premier cours de notre garçon. La première chose que Safety allait étudier, c'était l'éthique des chasseurs.
Étrangement, tout le monde a cette petite chose rouge dans l'oreille et Subin se demande où est le professeur alors que le cours commence dans une minute. Évidemment, ça doit être un de ces types ponctuels, mec. À la seconde où il est le midi, la porte s'ouvre. Quelqu'un avec des cheveux entre. Tout le monde regarde et voit que le gars est sur une sorte d'overboard, mec. Tout le monde regarde et mec, je veux dire, j'ai dit overboard, mais c'en est vraiment un. Je ne pensais pas que ce salaud allait arriver comme ça. Le gars regarde tout le monde et lâche. Enchanté. Mais seulement en japonais, se présentant comme Hagiwara-jin, et il souhaite la bienvenue à tout le monde dans sa classe. Avant toute chose, il veut préciser qu'il déteste cette école. Pas seulement celle-ci, mais la plupart des institutions. Mettre 40 personnes dans la même salle est le summum de l'inefficacité, puisque personne n'est au même niveau, surtout en considérant que les élèves ici ont des capacités spéciales et qu'aucun n'est pareil à un autre. Ils doivent aussi être têtus et avoir leurs propres principes. Lui, par exemple, est du genre à aimer être extrêmement efficace. Et dans cette logique, il lance la première question. La plupart des monstres de petite et moyenne taille pourraient être éliminés par l'équipement militaire moderne. Et pourtant, seuls les chasseurs sont envoyés dans les donjons. Pourquoi, selon eux, en est-il ainsi? Tout le monde se regarde sans savoir quoi répondre, et il dit que c'est tout simplement à cause de l'économie. Il explique que les armes et les chars coûtent extrêmement cher, et qu'il y a une chance que le profit tiré des pierres magiques ne couvre même pas les frais. En revanche, un chasseur ne fait que manger et aller aux toilettes. Même s'il déploie une force physique énorme, il reste extrêmement rentable, et c'est ainsi que la profession de chasseur est née. Au final, tout tourne autour de l'argent. C'est pour cette raison qu'on les appelle des chasseurs et non des héros ou des super-héros. Mais évidemment, pour le chasseur lui-même, l'argent n'est pas le seul coût. En plein combat, ils doivent apprendre à utiliser le minimum de leur énergie physique et mentale. Ils doivent être optimisés et choisir la meilleure stratégie pour se battre. Sinon, ils pourraient se retrouver à court d'énergie en plein milieu du donjon. Sung-Yoon se souvient que Ji-Young lui avait dit qu'il dépensait trop d'énergie dans tout ce qu'il faisait. Et le professeur dit qu'il n'y a rien de plus courant et de plus stupide que de mourir d'épuisement au combat. En d'autres termes, l'efficacité était la qualité numéro 1 qu'un chasseur devait posséder. Il appelle un gamin au premier rang qui est déjà surpris, mec. Il lui demande quelle est sa capacité, et il répond qu'il est un sorcier constructeur. C'est exactement comme notre gars, mec. Je n'ai même jamais entendu parler de ça. Le professeur veut connaître la portée de la capacité, et il répond 100 mètres maximum. Ensuite, le professeur demande s'il peut décomposer des minerais et ce genre de choses dans une structure physique. Le gars hésite une seconde avant de répondre, et le professeur l'assaille immédiatement de plusieurs questions, voulant savoir combien de kilos il peut gérer en même temps, à quelle vitesse il peut manipuler les choses, et avec quels matériaux il travaille le mieux, puis il l'achève. Il dit que s'il ne connaît rien de tout cela, c'est un échec. Il ne se connaît même pas lui-même, alors imaginez comprendre l'ennemi, c'est impossible. Avec la quantité d'informations qu'il possède, il lui est impossible d'élaborer une stratégie en combat. Sung-Yoon observe simplement, en pensant que le pauvre gars n'a même rien fait et s'est déjà fait démolir. Puis Hagiwara le regarde et appelle le garçon aux cheveux bouclés. Notre garçon demande sérieusement et le gars répond « Oui ». Il lui dit d'y aller et d'annoncer sa catégorie. Notre garçon reste silencieux et le gars veut savoir pourquoi. Tout tordu là, mec. Il dit qu'il ne sait rien à propos de cette histoire de catégorie. Alors le professeur est choqué, mec, comme si un gamin ne savait pas ce qu'est les maths dans le monde des Hunters. Même Subin est choqué qu'il ne sache vraiment rien du tout. Puis le gamin à côté de lui s'énerve, lui demandant s'il a perdu la tête. Pourquoi il dit qu'il ne connaît même pas sa propre catégorie alors que ce jour-là sur le bateau, il faisait tout son intéressant. Sung-Yoon dit que c'était la première fois qu'il entendait parler de ce truc de sorcier de construction. Subin le fixe, les yeux écarquillés, lui demandant s'il ne sait vraiment rien. Puis il s'éloigne en disant d'oublier ça, et qu'il devrait juste se concentrer sur l'apprentissage. Apparemment, il avait pensé à enseigner aux gamins, mais il a vite abandonné. Il est là, au milieu de tout le monde qui le regarde, en pensant qu'il y a quelque chose de bizarre dans cet endroit. Mais regarde l'avantage que ce type sournois a, pas vrai, mec. Il est déjà allé parler avec Ji-Young. Le gars a dit qu'il était occupé, mais notre garçon, tu vois, lui a demandé un peu d'aide. Déjà assis, il explique que tout le monde parle comme si, tu sais, ce truc sur les classes et tout ça était extrêmement essentiel. Mais il trouve ça étrange parce qu'il a déjà lu plein de livres, tu sais, des dossiers sur Internet et tout ça, mais il ne sait rien à ce sujet. Ji-Young se penche en arrière et dit qu'Internet et les livres ne vont pas l'aider dans ce cas. Puis il se penche en avant et demande s'il peut poser une question. Est-ce qu'il avait au moins une licence d'utilisateur de capacité? Un peu gêné, Sung-Yoon répond « Pas encore ». Et tout de suite, le gars sursaute, demandant comment c'est même possible. Même s'il ne voulait pas devenir chasseur, un utilisateur de capacité doit en avoir une. Notre héroïne explique qu'il n'a jamais pu en obtenir une puisque les enfants et les adolescents ont besoin de l'autorisation parentale. Tout de suite, Ji-Young comprend, évidemment. C'était la faute de ce salaud de Shin-Baki qui a tout fait pour l'empêcher de devenir chasseur. Il explique ensuite qu'au moins sa sœur, qui est une retourneuse, doit avoir un permis. Mais là, elle est complètement perdue et demande « Une licence pourquoi ?» Apparemment, Yan a reçu un appel de Ji-Young, c'est ça, et il vient tout juste de l'apprendre lui aussi. À ce moment-là, il raccroche son téléphone, et notre garçon dit que ce n'est pas grave. Quand il sera adulte, il en obtiendra une. Mais le type lui dit qu'il est fichu, si c'est le cas. En plus, il veut savoir comment le gamin s'est entraîné s'il ne sait rien.
Sung-Yoon explique qu'il s'est toujours entraîné physiquement avec Jwang, mais que Jwang disait toujours qu'il ne pouvait pas lui apprendre grand-chose sur ses capacités parce que c'était trop complexe et qu'il n'avait aucune idée de ce dont il s'agissait. Mais Ji-young affirme que ce n'était pas ça. En réalité, il ne l'a pas fait non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il ne pouvait pas. Notre garçon, perplexe, demande pourquoi. Et le type explique que lorsqu'on s'enregistre, il faut signer une licence spéciale qui crée en gros un pacte. Ce pacte est ce qui garantit que tout chasseur titulaire d'une licence informe les autres de ses capacités. Cette connexion relie l'énergie de tous les chasseurs, donc c'est quelque chose d'impossible à rompre. C'est pourquoi les informations qui circulent dans les médias ou sur Internet ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. En plus de cela, la plupart des informations sont en réalité fausses, juste pour embrouiller tout le monde. Sung-Yoon, perplexe, demande pourquoi il y a autant de restrictions sur ce contrôle. Et évidemment, Ji-young répond que c'est parce que les capacités sont, par nature, extrêmement dangereuses. Même l'utilisateur de capacités le plus insignifiant pourrait tuer d'innombrables personnes selon la façon dont il l'utilise. Et le problème, c'est qu'une capacité est invisible. On ne peut pas simplement la retirer de la main de quelqu'un comme une arme à feu. Cela rend les morts causées par elle encore plus difficiles à retracer ou à comprendre. Si tout le monde apprenait ce pouvoir facilement, la sécurité publique régresserait d'environ 100 ans, à une époque où la mort était omniprésente. Notre garçon se gratte simplement la tête. Il n'avait jamais entendu parler de tout ça. Et Ji-young, franchement, il est comme moi. Il se rend compte que ce gamin est incroyable et qu'il a traversé l'enfer à cause de ce fichu père qui ne lui a rien appris et a fait en sorte qu'il n'ait aucune chance. Malgré tout, le garçon l'a impressionné. Il avait des instincts bien entraînés et c'était étrange qu'il soit arrivé aussi loin dans des conditions aussi défavorables. Maintenant, il est content parce qu'il est sûr que le gamin a vraiment du talent. Il dit alors au garçon qu'au moins, il y a une bonne nouvelle. Même sans licence, les élèves de cette académie obtiendront la qualification nécessaire. Il lui tend un cube bleu et dit que ça s'appelle le Blue Cube. Le nom lui va bien. Et cela donnait accès au réseau d'informations exclusif pour les chasseurs. C'était désormais pour lui. Il allait lui envoyer un message plus tard, et il devait étudier autant que possible les sites qu'il avait organisés. Sung-Yoon se lève et le type lui dit simplement de ne laisser personne savoir qu'il ne sait rien. Étant donné qu'il s'agit de l'école la plus prestigieuse du monde des chasseurs, il existe un certain élitisme concernant les compétences et il ne veut pas qu'il gâche ses chances d'intégrer le conseil des élèves dès le début. Mais bon, il sait déjà qu'il a fait une erreur, mais il dit qu'il fera attention. Pendant ce temps, So-Yan a aussi reçu un cube, mais celui-ci est rouge. La fille lui dit d'appuyer dessus. L'objet s'ouvre et avec cela, elle est confirmée comme élève. Une petite fenêtre apparaît alors et la femme dit que c'est comme ChatGPT. Il suffit de poser n'importe quelle question sur les chasseurs et il répondra. Elle est choquée que ce truc soit prêt à tout lui dire, et le cube répond « Oui, pose ta question et il parlera ». Elle se prépare, puis demande s'il connaît l'incident qui s'est produit à Mapo il y a 7 ans. Elle veut savoir exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Le système répond que les mots sont ambigus et qu'il ne comprend pas. De quel genre d'incident parle-t-elle? Elle est sur le point de dire que c'est celui où d'innombrables personnes sont mortes et que son père était là. Mais la femme l'interrompt déjà et dit que ce genre de question n'est pas une bonne idée. Pourquoi ne pas poser une question exactement comme celle que ses amis posent? Peu après, la professeure lui dit apparemment de jeter un œil au chat de l'école. Certains messages anonymes invitent des gens à manger, d'autres postent des photos de chats. So-Yeon dit que ça a l'air plutôt normal, et la femme répond que oui, les élèves sont en fait normaux, pas fous dans leur tête comme certaines personnes. Jusqu'à ce qu'un message apparaisse demandant qui était en cours de théorie des chasseurs aujourd'hui, qu'il y avait un gars là-bas qui semblait ne rien savoir du tout. La personne demande comment il s'appelle, et quelqu'un d'autre répond que c'était un certain Ji Sung-Yoon. On dirait que le garçon ne connaît même pas sa propre catégorie, alors comment a-t-il été admis ici? Elle voit déjà plein de gens critiquer son garçon, et certains vont même jusqu'à dire que l'école est corrompue. Mais dans le petit coin à droite, quelqu'un dit qu'il est mignon. Où es-tu, vilaine fille? Montre-toi à nous. Pendant ce temps, notre garçon se promène déjà dans l'école en train d'étudier un peu. Pas vrai, mec? Au moins, le gamin fait des efforts. Un message demande s'ils doivent enquêter, et maintenant quelqu'un se tient devant lui. Celui qui a répondu dans le chat qu'il y avait un moyen de le découvrir lui dit maintenant bonjour. Ce sont 2 journalistes qui lui demandent s'il est Ji Sung-Yoon du département des Hunters. Au moment où il confirme, le gars s'enthousiasme déjà et dit à Emily de prendre la caméra. Mince, ils ne vont vraiment pas faciliter la vie du pauvre gars qui est déjà complètement perdu, ne sait rien, a un pouvoir de chaîne fatigué et continue de se faire malmener. Le gars se présente comme membre du club de journalisme de l'école. Il court après toutes les infos intéressantes. Sans prévenir, il glisse une bague au doigt de notre garçon. Plutôt louche. Oh mec, ce truc s'allume, et notre garçon demande « C'est ça, qu'est-ce que c'est ?» Le journaliste rit et dit que, comme tout le monde l'a dit, il ne sait vraiment rien du tout. Ce truc était un appareil de mesure de rang, et il a déjà confirmé qu'il est rang F. D'un coup, le gars lève le bras et dit qu'un rang F a été accepté comme chasseur. S'il publie ça dans le journal, ce sera un sacré titre. Évidemment, pendant que le gars fait son reportage, Sung-Yoon n'est pas du tout content et lui demande qui lui a permis de faire un truc pareil.
Mais le gars tend simplement le micro et veut savoir quelles petites astuces il a utilisées pour être admis. Les rumeurs dans la communauté disent qu'il a versé une grosse somme à l'école. D'autres disent qu'il est le fils d'un chasseur extrêmement célèbre. Mais notre gars, lui, craque, s'approche du journaliste et lui dit de baisser la caméra. Elle prend peur et obéit, mais l'ami dit non, qu'elle ne peut pas se prétendre journaliste en agissant ainsi. Sung-Yoon dit simplement que ça va devenir physique s'il ne rend pas cette bague. Le type bizarre sourit comme un fou. Il dit que si Sung-Yoon veut que cette interview se termine, il devra le mettre à terre, ce qui est impossible pour un élève de rang F. Mais voilà qu'il est au sol, mec, en train de supplier qu'on le laisse partir, disant qu'il rendra la bague. Pas besoin de s'inquiéter. Sung-Yoon, cependant, se demande déjà comment il est censé intégrer ce soi-disant conseil des élèves avec des gens pareils dans les parages. Scène suivante. Quelque chose indique que les changements sont arrivés rapidement. Hagiwara annonce que les tests de combat contre les créatures se feront en équipe de 3 ou plus. Le gaz en débardeur dit à Sung-Yoon que son équipe est déjà un peu complète. Un autre répond que malheureusement, il n'a pas non plus de place pour le garçon. Et une fille dit qu'il n'accepte que les personnes de rang C ou supérieur. Quel était le sien? Le pauvre, il voit déjà que tout le monde va le rejeter. Alors, il va voir le professeur et dit qu'il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Personne ne veut l'accepter dans une équipe. Pauvre gars. Et Hagiwara répond simplement que si c'est le cas, il devra passer le test tout seul. Il est surpris et effrayé, mais il se retrouve déjà face à face avec le monstre du test. Avant même qu'il puisse dire que ce n'était pas juste, il en a déjà pris une en pleine figure et s'est retrouvé au sol. Il savait qu'il allait être traité comme ça, mais il ne s'attendait pas à ce que les choses changent aussi vite. Et avec ça, il obtient un score de 0. Dans une autre classe, un professeur appelle l'élève Ji Sung-Yoon et lui demande d'élaborer une stratégie de donjon en se basant sur ce qui est écrit au tableau. Le pauvre, franchement, il est encore en train d'apprendre les compétences. Comment est-ce qu'il est censé déjà proposer un plan pour un donjon? Le professeur continue de lui poser des questions et il se trompe à chaque fois. Et là, le professeur s'énerve déjà contre lui et veut savoir pourquoi il est même ici. Il ne fait que s'excuser. C'est vrai, non? Un peu en colère, mais il ne peut rien dire. Déjà à la cafétéria, il rumine sa rage. Il ne se souciait pas des autres élèves. Mais les professeurs étaient nuls comme ça, et ça commençait sérieusement à l'énerver. Parce que ce salaud n'a fait que lui poser des questions pendant tout le cours. Sans parler du fait qu'il était évident qu'il lui donnait les questions les plus difficiles. Comment était-il censé connaître la faiblesse d'un monstre apparu en 1986? Puis Soyeon arrive et salue notre garçon d'un petit coucou, mais il sursaute. Modan arrive, la pousse, fait un petit signe de la main et lui tire une grimace. Ce qui lui fait déjà comprendre qu'avec la terrible réputation qu'il a, il vaut mieux ne pas trop s'approcher de sa propre sœur. Sinon, la pauvre va souffrir par association, et les choses deviendront aussi plus difficiles pour elle. Surtout parce que lui, il se fichait de ce genre de traitement. Du premier au dernier jour d'école, il a toujours été seul et rien n'a changé. Le seul problème pour lui, c'est toute cette histoire de conseil des élèves. À ce rythme-là, il sera difficile d'obtenir une proposition. Il avait besoin de quelqu'un de fort à ses côtés, et regardez qui arrive. Subin, qui lui demande s'il va manger seul à chaque fois. Notre fille lui demande ce qu'il fait là, et Subin l'ignore tout simplement. Elle dit, évidemment, personne ne veut être ami avec quelqu'un qui ne sait rien. Sacrée coréenne, Subin, tu as été seule toute ta vie, parce qu'au moment où quelqu'un s'asseyait en face de toi, tu te levais. Jusqu'à ce que Subin dise qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Ça concernait sa grande sœur. Il demande quoi, et le gars répond que c'est parce qu'elle est dans une situation qui ne s'annonce pas bien. Il est un peu perdu et lui demande d'expliquer les détails. Il n'y avait jamais vraiment réfléchi, mais sa sœur était effectivement un peu plus âgée que lui. Et là, il réalise que hier, Soyeon a aussi participé à ce test de créature. La blonde se retourne et lui demande ce qu'elle fait à rester plantée là. Elle est un peu perdue, ne dit rien, et la femme lui demande si elle ne sait pas se servir d'une arme ou pourquoi elle n'a utilisé aucune capacité. Modan lui dit de se calmer et explique qu'elle a fait de son mieux pour que tout se passe bien. La blonde veut répliquer mais se retourne et dit « Très bien, alors laisse tomber ». Un peu à l'écart, Soyeon s'excuse et Subin entend tout. Il dit qu'il semble que tout se soit arrangé puisque Modan s'en est occupé, mais apparemment Soyeon est déjà critiquée dans sa classe. La pauvre fille se dit que c'est exactement ce à quoi elle s'attendait. Depuis ce jour-là, elle a du mal à utiliser la magie. Ji-young l'avait déjà prévenu que si elle utilisait ses pouvoirs et se mêlait à cette histoire, elle finirait dans le collimateur des professeurs. Elle se souvient des gars qu'elle a tués, du fait qu'il s'est passé quelque chose il y a 7 ans avec son père, et de toute cette histoire de cube que personne ne la laisse expliquer. Tout cela la laisse fatiguée et confuse, se demandant pourquoi l'école est aussi épuisante. Soudain, elle s'assoupit et se réveille quelque temps plus tard pour constater que le cours est déjà terminé. Elle se demande quel genre d'idiote s'endort pendant un cours important, mais remarque alors que quelqu'un d'autre était à côté d'elle, un gars. Elle voit Subin là, lui tendant les notes dont elle avait besoin pour recopier. Elle pense à l'arrêter, mais se souvient qu'il s'est battu avec son frère. Il lui lance un regard dur. Elle sursaute et s'enfuit. Elle se retrouve seule dans les escaliers, se traitant d'idiote, quand quelqu'un arrive derrière elle et lui demande pourquoi elle pleure. Mince, c'est qui ce gars? Ah oui, c'est le gars du jeu de société. Peut-être que c'est quelqu'un de bien. J'espère. Il lui dit de ne pas être triste pour quelque chose d'aussi bête et ajoute qu'il peut lui montrer les notes. Elle le remercie. Il devient un peu gêné. Le gars lui dit simplement de le suivre.
Mais lorsqu'ils arrivent dans une autre pièce, Junho interpelle Eunbi et lui demande de montrer les notes à la fille. Soyeon se rend compte que ce salaud faisait semblant d'être gentil, mais qu'il n'avait pas pris de notes non plus. La fille, un peu gênée, dit qu'il avait prévenu la dernière fois que ce serait la dernière, mais qu'il recommence. Lui, cependant, dit qu'en réalité, c'est un étudiant de première année qui n'a pas pu prendre de notes et qui lui demande de l'aide. Eunbi est là, un peu mal à l'aise, et Junho dit qu'il ne peut pas se permettre d'échouer cette année, jusqu'à ce que Soyeon intervienne et dise que si elle ne veut pas les montrer, alors elle n'est pas obligée de le faire. Demander à quelqu'un de faire quelque chose contre sa volonté, c'est un peu mal. Soudain, mec, l'expression de Junho change, et il dit qu'avec la façon dont elle parle, elle donne l'impression qu'il fait quelque chose de mal. Sans même bien la connaître, il s'est éloigné de ce qu'il faisait, juste pour l'aider. Alors pourquoi elle agit comme ça? Mais Soyeon, mec, répond simplement qu'elle pense vraiment que c'est mal. Des gens à l'arrière commencent à rire et elle s'éloigne en disant qu'elle s'en va. Mais c'est quoi ce délire, mec? Le cinglé lui attrape le bras et dit qu'elle ne partira pas comme ça. Apparemment, elle est vraiment douée pour faire passer les gens pour des idiots. Elle lui dit de la lâcher, mais il répond qu'elle devra clarifier ce malentendu avant de partir. Jusqu'à ce que, bam, Soyeon le frappe en plein sur le nez. C'est quoi ce bordel, mec? Toute la salle est choquée, et Junho est stupéfait de saigner, essayant de comprendre comment elle a réussi à blesser son corps. Est-ce que c'était une sorte de pouvoir? Elle répond que non, et il dit que c'est impossible. Il a le corps d'un artiste martial. Quelqu'un avec sa carrure ne devrait pas pouvoir lui faire de mal. Puis il dit que maintenant tout s'explique, parce qu'elle est une régresseuse. Évidemment, il l'a dit exprès pour que toute la classe l'apprenne. Certains commencent à dire que si une fille avec un tel physique a pu blesser un artiste martial, elle a forcément utilisé un pouvoir. Junho demande pourquoi tous les régresseurs sont comme ça. Est-ce qu'utiliser un pouvoir sur quelqu'un ne signifie rien pour elle? Il fonce sur elle, disant qu'il aurait dû s'en douter depuis le bateau. Mais soudain, quelque chose lui frappe violemment le visage. C'est Seol Subin, qui dit qu'il a vraiment une grande gueule pour quelqu'un qui agit de façon injuste. Junho lui demande pour qui il se prend, et il répond simplement en donnant son nom, précisant qu'il est en première année cette année. En plus de ça, il a tout observé depuis le début et il n'a pas vu Soyeon utiliser son pouvoir une seule fois. Junho dit que c'est impossible. Elle a forcément utilisé son pouvoir, sinon il n'y a aucune chance qu'elle ait pu le blesser. Et maintenant, il vient de réaliser que Subin a aussi utilisé une capacité. Mais il ignore simplement ce que l'idiot a dit et affirme que Junho devrait déjà savoir que les régresseurs possèdent des capacités physiques extrêmement supérieures. Et puis, personne dans cette pièce n'a vu le moindre pouvoir être utilisé, donc il est évident qu'elle n'a rien fait. Au final, même si elle l'avait fait, c'est lui qui lui a attrapé le bras en premier. Sans parler du fait qu'il a clairement révélé son secret exprès et s'est jeté sur elle. Comparé à l'utilisation d'un pouvoir, ses actions à lui étaient à bien pire. Junho se précipite sur lui en disant qu'il va tabasser le gamin maigre. Mais là, d'un coup, il y a juste un éclair de lumière derrière lui et il répond qu'il ne fuit jamais un combat. Étrangement, quelques filles à côté brandissent soudainement une pancarte avec son nom, et Junho comprend qu'il va se faire battre et humilier. De retour à la cafétéria, il dit à notre garçon qu'il comprend qu'il essaie d'éviter sa sœur, de la protéger et de ne pas lui compliquer la vie. Mais maintenant que tout le monde sait qu'elle est une régresseuse, sa vie ne sera de toute façon pas facile. Notre garçon porte la main à son visage et dit qu'il ne comprend pas pourquoi, mais que les choses ne sont jamais simples. Le monsieur jette un coup d'œil, voit la sœur et demande ce qu'il compte faire. Ce n'est pas comme s'il avait beaucoup de pouvoir pour l'aider non plus. Puis, sans prévenir, Woojin se retrouve juste à côté de lui, disant qu'il y a peut-être un moyen. Il se tourne, demandant quand est-ce que ce type fou est arrivé. Et Woojin dit que ces nouilles instantanées avaient meilleur goût avant. À l'époque, elles étaient plus tendres, avaient meilleur goût et contenaient plus de viande. La vieille dame de la cafétéria était bien plus douée. C'est juste dommage que cet accident soit arrivé. Les deux continuent de le regarder sans vraiment comprendre, et le blond tape sur la table en disant que la vieille dame de la cafétéria lui manque. Subin veut savoir ce qu'il fait là, tandis que Sung-hyun dit que ce n'est pas ça l'important. Il veut savoir ce que Woojin voulait dire quand il a parlé d'un moyen de régler ça. Ils se tournent et disent que ce qu'il faut, c'est améliorer sa réputation. S'il commençait à être perçu plus positivement, c'est sûr que les gens les embêteraient moins. Sung-hyun répond que c'est plus facile à dire qu'à faire, et Woojin dit qu'il doit se préparer pour le cours d'observation dans 2 semaines. Notre garçon demande ce que c'est, et il explique qu'il s'agit d'un match qui aura lieu entre les classes 90 et 91. Tous les nouveaux doivent y participer, et ceux qui viennent regarder ne sont pas les parents. Non mec, ce sont les meilleurs chasseurs de toute l'industrie, y compris les membres des plus grandes guildes et les plus célèbres, les chefs d'entreprise et tout ça. Mec, tout le monde impliqué dans le monde des chasseurs vient voir les nouveaux. Malheureusement pour notre garçon, tu vois, son père est chasseur, donc en même temps il a un père, il a aussi un chasseur. Mais il voit ça comme une excellente occasion d'améliorer sa réputation. Sobin cependant dit que si tu comptes le nombre de personnes, ça fait beaucoup. Comment est-ce que ça va même se passer? Le gars dit que l'année dernière, ils étaient répartis par numéro d'étudiants. Si rien n'a changé, ce sera pareil cette année. Tout ce qu'il a à faire, c'est trouver un étudiant de rang D avec qui s'entraîner et montrer ce qu'il vaut. Si notre gars le voulait, il pourrait lui donner le nom d'un gamin vraiment faible. Mais mec, comme si c'était vraiment ce qu'il voulait. Woojin est déjà un peu perdu et il est sûr que ce salaud veut se battre contre un rang A ou S.
Un peu plus tard à la bibliothèque, il se souvient qu'il a parlé à Ji-Yeon et lui a demandé de jeter un œil au dossier des élèves. Évidemment, le gars a dit « Bien sûr mec, seuls les professeurs peuvent voir ça ». Mais le type rusé, apparemment, lui a remis la carte pour qu'il transmette le message de bienvenue à Che Ji-young. Il est allé voir les élèves et découvrir qui étaient les régresseurs dans ses classes cette année. Il ne le dit pas, mais on dirait qu'il a découvert qui ils sont, et maintenant le plan est de les défier quand la classe d'observation commencera. Puis, quand tout le monde regardera, il n'aura qu'à utiliser la chaîne pour immobiliser cette personne. Mec, c'est un plan tellement évident et facile. Il ne fait aucun doute que ça va mal tourner. Changement de scène vers un autre dortoir où Junho frappe la table en disant que cette fichue So-yeon l'a fait passer pour un idiot. Mi-ju veut savoir ce qu'il compte faire et il dit que l'occasion parfaite sera pendant la classe d'observation. Il va montrer à ce gamin qui est le patron. Mi-ju rit et dit qu'elle n'est pas très convaincue que le gars qui a fini avec le nez en sang à cause d'une gifle va gagner, mais elle est d'accord avec lui que c'est vraiment facile de frapper cette So-yeon et lui demande s'il veut qu'elle s'en occupe à sa place. Junho lui demande si elle pense qu'elle va gagner et elle répond oui, sans aucun doute. Mais en échange, il lui devra une faveur. Junho insiste, disant que ses chances sont faibles, la fille est une régresseuse. Mais Mi-ju répond simplement que c'est justement parce qu'elle est une régresseuse que ce sera plus facile. Et voilà, on fait un saut dans le temps. Les amis, 2 semaines ont déjà passé et notre garçon est prêt. Il ouvre la porte et waouh mec, il y a carrément une arène pleine à craquer mon pote. Et le gars sournois dit que c'est le moment de faire ses preuves. Pendant ce temps, So-yeon est en classe, disant qu'elle n'a encore rien pu faire. Apparemment, il s'agissait d'utiliser un crayon pour découper des petits blocs. Je n'ai pas vraiment compris. Puis Ji-hyun l'appelle et lui demande de venir avec lui un instant. Juste après, il dit qu'il l'emmène là où se déroule la classe d'observation. Mais ils sont un peu au milieu de nulle part et elle lui demande s'il y a vraiment une classe ici. Il répond que oui et lui dit de simplement passer par cette porte. Il y avait plusieurs chemins menant vers les sous-sols de la zone 13. En descendant, il lui demande si elle est déjà allée sous terre et elle répond que non. Ensuite, il explique qu'à l'époque, l'école était un grand secret, donc la plupart des bâtiments n'étaient pas en surface, ils étaient sous terre. En commençant à descendre, elle découvre que l'endroit est une immense ville. Elle demande pourquoi ils ont une base secrète, et il répond que c'est là que sont gardées les choses les plus dangereuses et les plus importantes. Des objets incroyables et des outils magiques qui pourraient provoquer le chaos et la destruction. Il y avait même des créatures terrifiantes qui ont été capturées pour la recherche. En dehors de cela, il existe des endroits secrets dont même lui et l'enseignant n'ont aucune idée de la nature. Elle, cependant, se contente de regarder la ville et de créer de petites fleurs avec son souffle. Juste devant l'ascenseur, il lui demande comment se passe la vie à l'école ces derniers temps et si elle rencontre des difficultés. Elle répond que c'est toujours difficile de se faire des amis, mais qu'au moins elle a Modan. Sans oublier que Purim et Woojin sont gentils avec elle aussi. Subin, elle n'en est pas sûre, mais elle pense que c'est une bonne personne. À part ceux-là, cependant, le reste de l'école l'évite, et elle suppose que c'est à cause du problème avec ce gars, Junho. Elle a été prise de panique quand il s'est approché d'elle, parce qu'elle avait peur de se faire frapper et de finir par déclencher ce pouvoir. Ji-yeon lui tapote la tête et lui dit de se détendre. Peu importe le danger que cela pourrait causer, elle pouvait compter sur lui et sur son frère pour arrêter le pouvoir. Ce qui s'est passé la dernière fois ne se reproduira certainement pas. La porte s'ouvre et nous voilà à l'intérieur de l'arène. Mec. Hagiwara s'approche pour les saluer, disant qu'il a exactement 1 minute et 42 secondes de retard. Mais Ji-yeon l'ignore simplement et dit qu'il va maintenant expliquer en quoi consiste ce cours. Comme cela a été annoncé précédemment, il s'agira d'un cours d'observation. Les élèves de terminale et les plus jeunes formeront des équipes et s'affronteront lors de matchs de 10 minutes. Et si cela se passe sous terre, c'est à cause de cette arène construite par Mato Engineering. Un petit clic sur un bouton fait apparaître une barrière. Il explique aussi qu'ils recevront de l'équipement et que des clones d'entraînement seront créés. Tous les dégâts qu'ils subiront seront transférés aux clones d'entraînement. Il donne un coup de poing dans le ventre de Hagiwara, mais c'est le clone qui encaisse le coup dans l'estomac. Cela signifie simplement que, dans ce match, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et utiliser toute leur puissance sans se soucier de rien. À ce moment-là, Hitsugaya comprend ce qu'il voulait dire en disant qu'elle n'avait pas non plus à trop s'inquiéter. Le professeur leur dit de se détendre. C'est censé être interprété comme des terminales donnant quelques leçons aux plus jeunes. Évidemment, Subin et notre protagoniste savaient très bien que cela n'avait aucun sens. Un coup d'œil sur le côté et tous les chasseurs les fixaient comme s'ils voulaient les dévorer vivants. Ces types venaient tous des grandes entreprises, mec. Et il semble qu'il y ait cette fille Shinsong d'Estrella Roja, ainsi que quelqu'un de chez Uji. Ce sont des guildes extrêmement importantes, tout comme ces autres gars des entreprises, et ainsi de suite. Il y en a tout un tas, genre 4 grands noms. Si je vous les dis tous maintenant, vous allez oublier. Donc, quand ils feront quelque chose d'important, je vous le dirai. On dirait que le gaz à lunettes, un peu intello, pense que ça ne sert à rien de perdre du temps avec ces gamins. Mais le type, le plus âgé à gauche, il s'appelle Kang Ho, dit que ça doit être sa première fois à un de ses cours d'observation. Il pense peut-être que ça va être un match amical, mais tous les élèves ont déjà compris que tout le monde voit ça comme une occasion de montrer ses compétences à d'innombrables guildes. En d'autres termes, ce qu'ils font ici, c'est du repérage de talent, donc il vaut mieux faire très attention et ne rien rater. Sinon, ces enfoirés de Luigi vont rafler les perles rares. En se baladant, Woojin reste détendu pour l'instant, se demandant qui sera son adversaire.
Il regarde dans la direction de notre gars en disant que c'est lui le plus appétissant. Mais en réalité, il regarde la fille derrière lui qui porte une épée. Et Sun-Yoon est allé la voir pour la défier en duel, mec. Tout le monde était choqué et la fille avait l'air un peu perdue. Mais notre gars a une mauvaise réputation et les gens autour se moquent déjà de lui, demandant si les chiens aiment juste se faire tabasser. La fille se contente de se retourner sans dire un mot et s'en va, mec. Subin et tout le monde lui demandent s'il a perdu la tête. Il devait bien savoir que cette fille était une régressée. Mais pour notre gars, c'était justement son plus grand avantage. Tant que ses chaînes fonctionnaient comme une arme de scellement, il avait une chance de gagner. Woojin s'approche et le complimente, disant qu'il doit avoir un atout dans sa manche pour être aussi confiant, mais il admet que c'était un bon choix puisqu'elle est la plus faible de tous les régressés. Sun-Yoon demande pourquoi, et il répond que pour une raison quelconque, elle n'utilise aucune capacité. Il semble qu'elle ne se batte qu'avec des armes magiques et qu'elle ait scellé ses propres pouvoirs à la fin de l'année dernière. Au final, il allait se battre contre un régresseur qui n'utilise aucune capacité de régresseur. C'était l'occasion parfaite pour un like sur cette vidéo, ce qui aide Mamoru à créer encore plus de contenu croustillant pour ses spectateurs. Activez la petite cloche espiègle et je vous laisse.